Donc bonjour, bonsoir, à tout le monde et bienvenue sur RPMP pour ce débat de huitièmes de finale du grand tournoi des débats. Ce soir, nos débatteurs vont s'attaquer à une question liée à l'art et aux IA génératives. La question est: l'IA générative est-elle source de créativité ou uniquement un outil? Nos deux participants ce soir donc sont Youm et Tom Bombadil. Vous les connaissez tous les deux. Salut les gars, merci de votre présence et merci au public. Donc Youm défendra la position selon laquelle l'IA peut être une source de créativité, alors que Tom estime que sa fonction se limite à celle d'un outil. Pour celles et ceux qui nous regardez sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre notre communauté sur Discord. Ainsi, vous pourrez intervenir en direct et participer à nos prochains événements. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous pouvez nous retrouver via Discord. Tapez simplement RPMP dans la barre de recherche. Ce débat, je vous le rappelle, est chronométré et noté. Restez bien jusqu'à la fin si vous souhaitez voter pour le gagnant. Un bot postera un message dans le channel contextuel pour vous permettre d'attribuer trois notes. Donc une note de 1 à 10 pour Tom, une note de 1 à 10 pour Youm et une note de 1 à 10 pour la qualité générale du débat. Je rappelle aussi que les notes visent à comment dire les notes visent à représenter la performance des débatteurs et pas le niveau avec lequel vous êtes en adhérence avec leur thèse. Hein. Donc on évite les votes partisans. Pour que votre vote soit pris en compte, vous devez être validé sur RPMP, avoir été présent au moins 80% du débat. Et donc, sans plus attendre, on va laisser place à ce débat. Donc, que je rappelle, c'est 5 minutes d'introduction maximum chacun, puis 70 minutes d'échange libre, enfin 5 minutes de conclusion maximum chacun. Profitez bien de vos 5 minutes d'introduction hein, pour définir vos termes, poser les bases de vos thèses. Après les conclusions, une FAQ sera ouverte et le public pourra lever la main pour poser une question ou faire une remarque au débatteur. Il est 20h02 heure de Paris et on démarre tout de suite. Tom, c'est toi qui as la parole. Ok. Bon, ouais, bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis connu ici sous le pseudo donc, de Tom Bombadil et artiste plasticien à mes heures. Voilà. Je suis plutôt spécialisé en sculpture traditionnelle, donc différents matériaux. J'aurai l'occasion peut-être de développer si nécessaire. Et je vais défendre ici la position selon laquelle l'intelligence artificielle n'est pas une source de créativité autonome, mais juste un outil au service de la créativité humaine. L'intelligence artificielle, dans le domaine des arts plastiques, ne peut pas, selon moi, être considérée comme une véritable source de créativité. C'est unique, mais uniquement comme un outil sophistiqué, éventuellement, au service de l'humain. La création artistique authentique reste fondamentalement humaine. Et d'ailleurs, si je reprends les définitions type, hein, la créativité, c'est la capacité à produire quelque chose de nouveau, imprégné d'une vision personnelle, souvent né d'un vécu, d'une intention et d'un geste libre. En gros, ce qu'on pourrait qualifier aussi d'inspiration. L'IA, elle, comme système de traitement algorithmique fondé sur des données préexistantes, sans conscience ni expérience propre. Elle ne prend pas de décision. L'art plastique traditionnel, lui, c'est l'art incarné, le dessin, la peinture, la sculpture. Il est fondé sur la matière, le geste, la sensibilité, le corps, vraiment le ressenti avec la matière. L'IA, elle ne crée pas ex nihilo. Elle ne fait que recombiner. Elle ne vit pas, elle ne ressent pas, elle ne doute pas. Elle applique des motifs statistiques à des bases de données existantes. Si l'artiste de demain n'avait ni âme, ni main, ni même conscience de créer, les IA génératives euh, pourraient signer des tableaux, composer des symphonies, rédiger des poèmes. C'est peut-être ce qu'on vit actuellement déjà. Hein. On est à l'aune de ce phénomène. Du coup, est-ce que c'est du génie ou de la trahison? L'art, ça a longtemps été le bastion de l'humain. Hein. Est-il en train de se faire voler la vedette par des lignes de code? Faut-il s'en enthousiasmer ou s'en inquiéter? C'est un petit peu la réflexion que j'espère avec mon adversaire nous allons avoir et essayer de développer chacun notre point de vue. Euh, Depuis l'aube de l'humanité, l'art s'est façonné comme un miroir de l'âme humaine. C'est le reflet des émotions, des cultures et des évolutions sociétales. Qu'il soit peinture, musique, littérature ou performance, il est toujours appuyé sur une sensibilité propre à l'humain. Aujourd'hui, une révolution silencieuse bouscule les fondations, les intelligences artificielles génératives. Elles sont capables de composer, de peindre, d'écrire. Ces IA produisent des œuvres qui interrogent notre conception même de la création. J'aurai l'occasion notamment de parler de certains cas qui ont un petit peu défrayé la chronique,
notamment lors de certains concours d'art, voilà, en restant pour le moment sur les arts dits plastiques, hein, peinture, éventuellement sculpture ou autre. Je ferai aussi un parallèle avec une conception aussi de l'art et de la créativité avant l'arrivée des IA et même avant l'arrivée de l'informatique. Comme quoi, le phénomène peut être comparé à certaines pratiques d'une certaine époque qui est aujourd'hui révolue. Alors, du coup, avec cette émergence des IA, est-ce qu'on peut encore parler d'art lorsque c'est généré par une machine? Où se situe la frontière entre l'outil technologique et l'artiste? Et surtout, l'intelligence artificielle peut-elle ressentir, transmettre, ou est-elle seulement une illusion de sensibilité? Dans ce débat, j'essaierai de m'attacher à explorer ce croisement inédit entre l'art et l'algorithme. Et je pense que mon adversaire en fera tout autant en défendant le point de vue opposé. Euh, en questionnant notre rapport à la création, à l'auteur et à l'émotion dans un monde où la machine devient artiste. Je mets entre guillemets, bien sûr. La notion d'art a toujours été intimement liée à l'intentionnalité, à l'émotion et à la singularité de l'humain. Pourtant, l'émergence des intelligences artificielles génératives, capables de produire des œuvres esthétiques en s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage, ça vient questionner les fondements même de cette conception. Dans ce débat, il s'agira d'interroger les nouvelles dynamiques entre création, technologie et subjectivité, afin de réfléchir à ce que pourrait devenir ou ne pas être l'art dans ce contexte inédit. Voilà. Ça marche pas, J'ai merci terminé Tom. ma conclusion. Et donc Youm, c'est la conclusion, pas encore. Mais donc Youm, Bah c'est non, à toi de... présentation. Pardon. Donc, Pas de souci. bonsoir à tous. Merci du coup à mon débatteur et à RPMP pour l'organisation. Merci au public d'être venu. Donc, il va s'agir pour moi justement de défendre du coup la thèse opposée comme l'a défini Tom Bourbadil. Moi, j'aimerais ouvrir déjà mon introduction par une œuvre dont a sûrement déjà évoqué Tom plus tôt, qui s'appelle Théâtre d'opéra spatial. C'est une œuvre qui a amené cette question dans le débat public en 2022 car elle a remporté un concours d'art qui était évidemment pas prévu pour être de l'art par intelligence artificielle, et ça a défrayé la chronique, ça a fait pas mal d'articles un peu partout dans le monde, et la question s'est posée justement des limites de l'art, car le jury a trouvé que cette œuvre méritait de gagner ce concours, alors qu'au final, elle n'était réalisée à l'époque par Midjourney en 2022, donc en plus qui était un modèle bien moins performant que ce qu'on a aujourd'hui. Moi, pour ma part, j'aimerais donner ma définition du coup de la créativité qui est légèrement différente, parce que j'ai pas d'intentionnalité. Pour moi, la créativité, c'est vraiment plus la capacité à produire quelque chose de nouveau, d'original et pertinent dans un certain contexte. Parce que bien évidemment, ce qui est créatif, qui va être jugé créatif aujourd'hui, par exemple en France, n'est pas du tout ce qui va être jugé créatif à une autre époque. Aujourd'hui, si je m'inscris dans des mouvements passés, il y a peu de chances qu'on trouve ça très créatif. Si je refais des tableaux tels que le, le- tel que du pop art classique, ou si je reprends du romantisme, est-ce que je vais vraiment être créatif en reproduisant des œuvres du passé? Généralement, les gens vont pas juger ça créatif. La créativité, pour moi, elle s'articule sous trois formes principales, qui sont la combinatoire, l'exploratoire et la transformatrice. Donc la combinatoire, c'est quand on associe des éléments existants de manière inédite. L'exploratoire, c'est lorsqu'on va explorer les possibilités données par un cas, donc c'est quand on s'inscrit dans un mouvement artistique déjà existant, mais qu'on va essayer d'aller plus loin dans ce mouvement. Et la transformatrice, c'est quand on va essayer de modifier, de dépasser les limites justement de code en place pour créer quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est vraiment ces trois manières les plus classiques pour pouvoir faire ce qu'on appellera de la créativité. Contrairement à l'outil, qui lui est vraiment un dispositif qui est conçu uniquement pour aider ou permettre une action, sans être un initiateur de quoi que ce soit. Il n'est pas du tout autonome, c'est quelque chose qui est passif par essence et qui exécute une tâche définie par l'utilisateur. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'intelligence artificielle ne se contente pas d'exécuter. Elle propose des nouvelles choses, elle peut nous surprendre, elle réagit avec nous. Elle produit des œuvres qui créent de l'émotion chez des gens, comme lors de ce concours, ou aussi bien avec des œuvres de type peinture, parce que c'est ce qui est le plus communément partagé, mais il peut y avoir aussi tout ce qui va être des poèmes, des romans, ça peut être aussi de la musique. Il y a différents produits artistiques qui sont créés aujourd'hui par des IA. Et c'est, comme l'a dit Tom, aujourd'hui un contexte vraiment historique de rupture. Parce qu'il y a 20 ans, quand on parlait d'une machine, c'était pour corriger des fautes de calcul, il n'y avait pas du tout d'un aspect créatif. Alors qu'aujourd'hui, une IA peut écrire un poème qui, lorsque quelqu'un va le lire, ça va susciter de l'émotion.
Ça, c'est quelque chose qui est vraiment inédit, c'est quelque chose de nouveau. Du coup, on saute de l'état d'outil à un nouvel état conceptuel. Les IA modernes, elles produisent de l'imprévisible. La manière dont elles sont faites, on n'est pas capable de savoir à l'avance ce qu'elle va nous donner comme résultat avec ce qu'on va donner en entrée. Aujourd'hui, encore plus avec nos modèles complexes, mais même il y a 2 ans, lorsqu'on demande quelque chose, même à Midjourney par exemple pour cette œuvre-là, personne n'est capable de dire à l'avance, même celui qui l'a programmé, quelle œuvre sortira de ce prompt. Du coup, ma thèse ici que je défendrai, c'est que l'IA, en particulier les modèles génératifs modernes, c'est pas des simples outils. Aujourd'hui, ça devient de véritables sources de créativité, car elles participent activement au processus de création, elles nous influencent, elles nous enrichissent, voire même initient des personnes à l'art. Pour cela, je défendrai 4 arguments principaux, qui sont que l'IA est un produit de la nouveauté et de l'originalité, que ça permet de produire de la nouveauté et de l'originalité, que l'IA dépasse les intentions de ses concepteurs, qu'elle est co-créatrice avec l'humain, et enfin, que les œuvres issues d'IA modifient justement notre perception de l'art, et du coup, par contre, on sera en accord avec Paul Bombadil sur le grand sujet, mais sûrement pas sur les arguments, où aujourd'hui, justement, l'arrivée des IA génératives questionne notre rapport à l'art. Pour conclure cette brève introduction, je dirais que dire que l'art n'est qu'un outil, c'est ignorer qu'elle apprend, s'adapte et propose de nouvelles choses, qu'elle ne remplace bien entendu pas l'humain, mais qu'elle s'insère dans le processus de création, elle le stimule, l'augmente, parfois même devance notre processus, et qu'en un sens, qu'elle est bien plus qu'un simple outil, mais bien une nouvelle forme de créativité. Ok, bah merci Guillaume. Et donc il est 20h12, c'est le début de l'échange libre de 70 minutes. D'accord. Je sais pas, tu veux enchaîner ou est-ce que... Bah, de ce que j'ai dit, on peut Hmm. commencer. Donc, moi, vraiment sur le côté nouveauté, originalité, mais de ton introduction, déjà, il y a un élément, je pense, qui va être Hmm. sur lequel on va déjà commencer un désaccord, c'est l'idée de l'intentionnalité dans la créativité. Est-ce que tu pourrais Oui. développer un peu ce que tu veux dire par là? Bah, pour moi, l'intentionnalité, elle ne peut être qu'humaine, en fait, et bien évidemment, mais là-dessus, je pense qu'on sera raccord. Sauf lorsque tu laisses peut-être un peu trop de liberté à cette intelligence générative et la possibilité justement de lui faire de lui laisser des choix qui ne seront pas des choix conscients, puisque par définition, l'IA n'est pas consciente. C'est l'illusion du vivant, encore aujourd'hui. On n'est pas là pour débattre sur ce que va devenir l'IA dans 10, 15 ou 30 ans. Euh, mais déjà, au stade où on en est, beaucoup d'utilisateurs des IA ont tendance à déléguer le travail plus qu'à réellement organiser et driver par le biais d'un prompt bien construit. On commence de plus en plus à avoir des générations d'œuvres. Là encore, je vais les mettre entre guillemets. On va rester en restant sur le domaine artistique plastique d'œuvres qui sont finalement des interprétations algorithmiques. Mais Tu vois, et c'est là où voilà. est-ce que du coup, pour toi, est-ce que la photographie s'inscrit dans l'art plastique? Alors, Est-ce que pour toi, parce ouais, que du coup, c'est pour la donner mon question exemple, piège est-ce que tu habituelle. l'admets? Ah, bah, C'est la question piège habituelle. c'est Oui, pour je un sais. exemple C'est qu'à concret, l'époque. parce que Hum, typiquement, pour moi, on peut très bien faire une photo qui n'a hum, aucune créativité, comme quelqu'un peut chercher une composition, et là tu pourras me tout dire à fait. peut-être que c'est la composition qui fait l'œuvre, ou du coup là par contre on va avoir quelque chose de très artistique et de très créatif. Est-ce que tu pourras être Complètement. d'accord avec moi sur ce point? Alors, voilà, par le biais de la photo, là encore, on a l'œil humain derrière l'appareil. L'appareil photo en lui-même, en tant qu'outil, n'est qu'un outil. Tu le mets entre les mains de quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas dans un processus Voilà. créatif, qui n'a pas Mais un du esprit, coup, un esprit créatif. on est d'accord Voilà, que ça va être la partie composition de l'image et pas le fait de prendre l'image qui va créer l'art dans ce tout cadre à fait. précis. En revanche, et grâce à l'amélioration algorithmique de certains appareils photo, justement avec l'avènement du numérique et même maintenant, même des smartphones en tant qu'appareil photo bien plus performants que certains appareils standards, vont corriger les images, vont te donner vont arranger la prise de vue, vont même rajouter des éléments et vont faire de cette photo prise par une personne qui n'a pas l'œil du photographe artiste, on pourrait avoir l'illusion que le produit final a été réalisé par un photographe professionnel.
avec un regard artistique. Et Mais c'est là où je pourrais être un peu critique, c'est-à-dire que c'est à la fois très intéressant de voir que grâce à la machine et au code, on peut améliorer et transformer et révolutionner complètement une œuvre basique, hein, une création basique, que ce soit une photo, que ce soit d'ailleurs aussi une peinture ou autre, euh, et laisser croire en fait qu'on est face à une œuvre d'art à proprement parler. Ouais, mais typiquement dans le cadre de la photo, avec toutes les corrections numériques du monde, si ce que je montre sur ma photo, si dans cette composition-là, il n'y a aucun élément pertinent, j'ai beau avoir une très belle photo de quoi que ce soit d'inintéressant, il y a peu de chances qu'on trouve que finalement c'est une photo d'un professionnel. On dira que la qualité est très bonne, on aura quelque chose de très technique, mais in fine, ça a peu de chances de gagner un concours de photographie. On sera d'accord sur Alors, ce point-là. moi, je ne m'y connais pas trop en photographie, mais je sais que D'accord. souvent, ce qui est jugé en qualité artistique d'une photo, c'est les effets de lumière, c'est les émotions qui peuvent être générées par une certaine prise de vue dans un contexte particulier qui renvoie à des émotions humaines. Et ça, aujourd'hui, certaines IA sont capables de le générer. Je pourrais faire un parallèle rapide avec la musique, c'est pareil. Une voix synthétique, les premières voix synthétiques étaient très robotiques, aujourd'hui les voix synthétiques sont capables de générer de l'émotion. Ça reste une voix synthétique. Ça n'empêche pas que l'interprète d'une musique ne va pas forcément ressentir l'émotion qu'il va susciter chez l'autre. Donc quelque part, il n'est qu'un interprète. Et en soi, là, je vais te rejoindre en disant que l'IA, finalement, ça pourrait être considéré que comme un interprète. Mais sachant que ce n'est pas humain, c'est vraiment très questionnant et perturbant de savoir qu'une machine et un algorithme, en fonction d'un prompt qui lui a été dicté, va pouvoir générer chez des êtres humains qui vont écouter une émotion. Et c'est valable pareil pour la peinture, pour la photo, pardon, pour en revenir à ton exemple de la photo. C'est-à-dire que l'émotion qui va être ressentie par le spectateur, elle lui sera propre. Mais est-ce qu'elle serait la même s'il savait que, justement, c'est quasiment une génération ex nihilo, qui n'est pas complètement généré de rien, bien évidemment. Il y a toujours un humain derrière qui a prompté, mais on est tellement loin de la matière, de la prise de vue, de l'instantanéité qu'il peut y avoir dans un cliché photographique, que voilà, j'aurais tendance à dire que oui, la photo peut appartenir au milieu artistique, là-dessus il n'y a pas de problème, même si ça a été controversé à l'époque de l'arrivée de la photo. Aujourd'hui, je dirais que l'art photographique fait partie des arts en réelle voie de disparition depuis l'émergence de l'IA. Mais on n'en est pas que pour la photo, hein. Oui. On le verra après, la peinture, la sculpture aussi, la sculpture qui est mon domaine notamment, et où je pensais, moi, naïvement, être préservé encore de l'influence des IA et des machines automatiques comme les imprimantes 3D. Or, c'est entièrement faux. C'est peut-être même un des considéré comme le premier art en plus, hein, mais un des arts qui va aujourd'hui ne plus avoir le même sens euh, quand on va comparer le travail d'un humain et celui d'une machine. Oui, bah, du coup, je serais pas du tout d'accord avec toi sur le fait que ce serait juste un interprète, dans le sens où l'IA, elle ne fait pas que interpréter des choses, mais elle crée. C'est-à-dire que non seulement elle peut chanter, mais elle peut écrire la chanson qu'elle va chanter, elle peut en écrire la mélodie, elle peut faire chacun des instruments et les faire tous jouer ensemble. Hum. Donc en soi, elle n'est pas du tout limitée au simple fait d'être un interprète. Elle en est aussi Par, par- l'auteur. par contre, elle ne le fera jamais avec une émotion. Elle ne pourra jamais, par exemple, elle pourra faire illusion, par exemple, si on prend typiquement le jazz, qui est basé beaucoup sur l'improvisation, est-ce que pour toi, une IA peut être spontanée et peut improviser, ouais, à l'instar d'un jazzman, par exemple, en train de jouer du saxophone. Alors, en fait, il faut pas prêter à l'IA des capacités humaines telles que l'improvisation, mais par improvisation, si tu veux dire qu'elle peut créer quelque chose d'imprévu, elle le fait en permanence en fait. C'est-à-dire que l'IA, justement, c'est l'un des gros problèmes d'un point de vue industriel avec l'emploi des IA, c'est que l'IA est non prédictive. C'est-à-dire qu'on est incapable de savoir comment elle va réagir à des éléments, et elle est même capable de délirer. Donc, en soi, est-ce qu'on peut comparer un musicien en transe avec une IA qui délire? Mhm. Pourquoi pas? Est-ce que Évidemment, ce vu qu'elle délire, n'est pas humaine, elle n'a pas exactement les mêmes, elle n'a pas un cerveau fonctionnement comme celui d'un humain, donc évidemment, c'est pas exactement les mêmes rapports, hein, c'est une analogie. Mais est-ce qu'on peut pas le comparer?
C'est marrant, en fait, c'est un peu de l'anthropomorphisme, en fait. C'est prêter à l'IA un mode de fonctionnement qui se rapprocherait de celui de l'humain, alors que toi-même, tu viens de dire que justement, c'était pas du tout la même chose. Non. Le délire, l'emploi du mot délire est intéressant d'ailleurs, parce que chez un humain, on a déjà du mal à bien déterminer les contours de ce qu'est un délire, ou même une sorte de folie, une folie passagère. Alors que pour une IA, ce serait quoi? Ce serait un bug algorithmique, une volonté du prompteur de générer quelque chose de chaotique. Comment concrètement on peut parler de délire par rapport à une intelligence artificielle? Ça m'intéresserait. On juge dans les résultats, en fait. C'est-à-dire que, Hmm. évidemment, on peut dire que c'est de l'anthropomorphisme parce que j'emploie des termes humains, parce qu'on n'a pas de terme encore qui désigne pour l'IA. Peut-être qu'avec le temps et la démocratisation, avec le temps, on va développer des mots qui seront plus adaptés, qui seront plus précis. Mais actuellement, vu que c'est quelque chose de très moderne, on appelle ça un délire. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'employer des mots Hmm. propres à la psyché humaine sur l'IA? C'est plus un problème de... Il n'existe pas d'autres mots actuellement. Donc peut-être que ça va Hmm. évoluer, mais je pense qu'on va pas faire un débat sur l'emploi des mots, c'est pas pertinent. Non, bien sûr, bien sûr. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler justement du rapport au corps ou du rapport au toucher. Toucher un instrument. La fatigue qui va être générée, là, si on reprend l'exemple du jazzman, tu vois, en général, à la fin d'un concert, c'est une épreuve physique. Ça a plus lieu d'être dans Oui, le mais cadre c'est le problème que j'ai comme gros problème avec cet argument-là. C'est-à-dire que Hmm. plus tu pratiquerais un art, moins ce que tu ferais serait de l'art. Parce que par définition, si je joue de la basse de plus en plus, Hmm. au début je vais être très fatigué, ça va être très dur. Plus les années Hmm. vont avancer, plus il y a de grandes chances que ça devienne tellement simple pour moi que je vais être beaucoup moins fatigué, que je pourrais très facilement, même par mémoire musculaire, jouer des morceaux. Du coup, ce que je produirais, ce serait moins de l'art parce que c'est plus simple. Mais tu l'as dit toi-même, tu as une évolution dans la pratique. Il y a un apprentissage qui s'est fait. Il y a une Ça tombe bien parce qu'on récompense qui appelle peut. l'IA fait exactement la même chose. On lui apprend des choses. Et de plus en plus, On elle est lui de a- plus en plus performante. Tout à fait. Mais c'est l'IA qui apprend, ce n'est plus un être humain. Et est-ce qu'elle se fatigue de la même manière qu'un être humain? Et est-ce qu'elle ressent les choses, a priori? Ah, Euh, ressentir, non, à aucun moment, de toute Voilà, façon, on je est vais d'accord. soutenir que Voilà. l'IA possède des émotions. Ça, c'est pas du tout le Voilà. sujet. Je Mais détache totalement l'aspect créatif. On peut être créatif sans aucune émotion. Je peux être complètement apathique et être créatif. C'est pas Pour moi, les deux sont totalement Ah oui, décorrélés. Comme je l'ai donné non, dans ma ça, définition, c'est-à-dire que oui. tu peux très bien être dépressif et créer de la joie par tes œuvres. Les deux ne sont pas corrélés. Oui, mais un dépressif ressent les choses, hein. Il n'est pas exempt d'émotions et de ressentis. Euh, Ce sera juste différent. Euh, Créer sans émotion, ça me paraît totalement antinomique. Pour moi, le problème, Pour c'est moi, que typiquement, l'art, c'est justement, on va être peut-être d'accord sur l'art, ça permet de transmettre des émotions, en tout cas de ressentir des émotions. L'objet artistique permet de ressentir quelque chose. Peut-être que à ce niveau-là, je peux être d'accord. Mais de dire que hmm. celui qui l'a créé, il a obligatoirement une émotion, et que c'est cette émotion-là qui va faire l'œuvre, déjà, en plus, on parle ici Alors, de travail collaboratif, parce que l'IA, jusqu'à hmm. maintenant, n'est pas autonome à 100%. Dans tous les cas, on est plus du côté du travail collaboratif. Le niveau des IA actuels ne permet pas de créer ex nihilo, mais je pourrais très vite répondre qu'aujourd'hui, aucun artiste quasiment ne prétend faire quoi que ce soit ex nihilo. Tout le monde s'inscrit dans une Ah, culture, dans un mouvement, dans une histoire. oui, Personne si ne tu dit que moi, extrapoles, oui, si tu enfin, même ça, extrapoles, oui, oui, mais je pense quand même que un sculpteur qui part d'une pierre brute et sans modèle préexistant, c'est-à-dire sans recopier quelque chose, en se basant uniquement que sur son inspiration et peut-être des éléments qu'il a glanés à droite à gauche, qu'il a mémorisés, là, je me prends moi en tant que propre exemple. Va réellement faire émerger quelque chose ex nihilo. Je sais plus si c'était pas Michel-Ange qui disait que à l'intérieur du bloc de marbre se cache la sculpture à venir, tu vois. C'est une vue de l'esprit, bien évidemment. Mais sauf que Michel-Ange, tout ce qu'il a produit ressemble à des choses qui n'ont rien de surprenant. C'est pas très créatif, Michel-Ange. alors ça, voilà, c'est un point de vue très personnel. Mais ça amène à la remarque que je voulais te faire par rapport à ta réflexion d'avant, de bien dissocier aussi le processus créatif de l'artiste et le travail artisanal et routinier que peuvent avoir de très bons artisans dans des domaines bien spécifiques, justement, qui sont capables de, grâce à leur travail, à leur expérience et à la répétitivité, de produire après sans trop d'efforts des produits de qualité et qui resteront des objets créés à la main, quoi, par l'humain. Mais on n'est pas dans de l'art. On n'est pas Il dans faudrait que tu la démontres en définition. quoi le fait que l'humain apporte quelque chose fait quelque chose de plus créatif en fait. Parce que ça, tu l'as pas encore démontré. Tu n'as pas expliqué en quoi le fait que l'humain donne. En quoi le fait que toi, tu es face à ton caillou. Par Alors, exemple, tu vas faire ta sculpture tout à avec ton fait. marbre. Si jamais tu Oui. produis juste ta femme sur ce caillou, il y a peu de chances que quelqu'un dise c'est hyper créatif si tu fais juste quelque chose de hyper photoréaliste.
il y a peu de chances que ça, on juge que ça soit créatif. Bien, alors, au-delà du ressenti de l'artiste en lui-même, c'est-à-dire tout ce que tu vas ressentir quand tu manipules la matière, hein, et les émotions que tu vas ressentir et faire ressentir si ton travail final euh, comment dire, est réussi, que le but que tu t'es donné ou que je me suis donné est accompli. Au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui touche à l'erreur, tout ce qui touche à l'imperfection, tu vois, et qui est le propre de l'humain. Ah bah Là, justement, pas du tout. Je vais te montrer dans le chat typiquement quelque chose que j'ai fait récemment. Même si celle-là, c'est oui, pas celle qui passe le plus. Mais ça, en fait, cette image, si tu regardes les traits, sont tous flous. C'est un bug que j'ai fait sur mon logiciel sans le vouloir. Parce que je développe des ouais, outils d'intelligence artificielle. Et en fait, j'ai hum, surchargé sans le vouloir la mémoire. Ce qui a fait que tous les traits sont surchargés. Ils sont tous pas très nets. Ils sont tous un peu flous. Les arbres ne ressemblent pas. Ils sont pas du tout photoréalistes. Ils sont même low. hum, Les nénuphars. Et bien en fait, sans le d'accord. vouloir, l'IA a créé quelque chose. Et quand j'ai commencé à voir, c'est pas sur cette image-là, c'est pas le premier résultat que j'ai eu, mais quand j'ai commencé à obtenir ce bug, je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant. Je vais explorer ça. Et j'ai continué à sursaturer mon IA avec ce bug sans le vouloir, que je n'avais pas du tout voulu. Et c'est grâce à elle que j'ai pu obtenir ce résultat. Hum. Et c'est pas la première fois que Donc ça en fait, m'arrive en fait. donc en fait, tu dis que c'était pas voulu, mais que finalement l'effet que ça a produit te satisfait. Donc en fait, on est dans on pourrait en effet qualifier ça faire rentrer ça dans une forme de processus créatif. Mais du coup, est-ce que tu peux le reproduire ça, ce flou maintenant? Est-ce que tu l'as intégré dans un critère de création pour des œuvres à venir? Bah après, ma démarche fait que pour moi, je trouve ça intéressant que ça soit un one shot. C'est-à-dire que le jour où je l'ai fait, je trouvais ça intéressant et je veux que ça reste l'expérience telle qu'elle l'a été. Pour moi, ça serait la dénaturer que de vouloir la rendre universelle et la reproduire à l'infini. Je Bien vois sûr. pas de pertinence. De la manière que je vois pas Alors, d'intérêt, même à la main, de refaire un 3 millième fanart de Sonic pour le poster hmm, sur DeviantArt. Je vois pas de démarche créative dans ça. Pourtant, c'est du dessin traditionnel, il y en a plein qui le font, et c'est pas pour dire que c'est pas bien de faire des fanarts si vous aimez des hmm, fanarts, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est pas du tout la démarche que j'avais. Et justement, pour moi, quand on parle de créativité, c'est pas pour reproduire plein de fois la même chose. bien sûr. En tout cas, c'est ce que moi j'entends, hein, évidemment. C'est pas un jugement de valeur, c'est un jugement de démarche personnelle. Non, non, mais tout à fait. Et je l'entends, hein, d'ailleurs. C'est là encore justement ce que quand je parlais justement du distinguo entre le travail artisanal et le travail artistique, il se situe à peu près là. Après, en termes de travail numérique euh, et tout ce qui touche aussi à la pratique et voire même à la compétence. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que aujourd'hui on peut considérer que de travailler sur du numérique, que ce soit d'ailleurs avec des prompts ou avec des tablettes, sachant que la tablette c'est ce qui se rapprochera le plus peut-être du papier et du crayon. Mais là encore, il y aurait beaucoup à dire. Si d'ailleurs dans mon domaine de la sculpture, je prends des exemples comme les logiciels ZBrush qui te permettent de faire de la sculpture en 3D sans manipuler la matière, n'étant pas fermé à l'idée, j'ai essayé. J'ai essayé et alors est-ce que je suis biaisé par ma pratique archaïque ou est-ce que pour moi, ce n'est pas de la sculpture. Voilà, j'aurais tendance à plutôt opter pour la deuxième option. Pour moi, ce n'est pas de la sculpture. Utiliser un stylet pour manipuler une forme numérique et lui donner d'ailleurs une perfection, comment dire, une perspective, une symétrie parfaite. Tu vois, par exemple, moi j'ai posté donc ce petit crâne Mhm. sculpté en pierre. Si on le regarde en détail, on pourra dire oui. Bon, il est peut-être pas trop mal, mais en fait, il est bourré d'erreurs, que ce soit dans la dentition, que ce soit dans la symétrie. Et c'est ça qui va créer, qui va faire l'originalité. La même pièce générée par un logiciel, je n'aurais qu'à faire la moitié du crâne, par exemple, donc le créer moi-même avec mes mains, hein, avec le logiciel, et lui dire simplement, bah, fais-moi la symétrie parfaite. Et là, j'obtiendrai quelque chose d'esthétiquement, visuellement plus Ouais, mais là, tu agréable. parles de Puisqu'on volonté. Typiquement, tu aurais très bien pu aussi choisir de ne pas faire cette symétrie, de toi-même continuer à faire l'autre moitié du crâne. Pour moi, ce qui me fait peur, c'est la voie de la facilité. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vont utiliser des outils comme ça, des gens qui vont se lancer en fait dans le domaine artistique, ne vont pas choisir le chemin le plus difficile. Aujourd'hui, grâce aux IA et grâce aux logiciels, c'est une multitude de béquilles à disposition de gens que je voudrais pas. Enfin, en disant profane, ça va paraître très péremptoire de ma part, prétentieux, mais il y a un peu de ça quand même. Euh, euh,
aujourd'hui, Guillaume, finalement, Guillaume, tu oui. commences à accumuler un petit peu de retard de temps de parole, hein, donc hésite pas à Ouais, Ah, parce que je veux pas laisser trop le l'espace. couper dans la parole, mais Oui, ouais, non, mais j'ai mon obligé de le champion, je gorer, moi, prendrai la main. Ouais. quand je suis, voilà, quand je suis parti. Non, non, mais vas-y, Ouais, y vas-y. a pas de Enfin, oui, souci. juste pour Finis ta terminer là, phrase. Ouais. c'était voilà, l'idée selon laquelle bah oui, le résultat d'un travail artistique, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, pas seulement dans les arts plastiques, il est le fruit d'un travail. Alors que ce soit un travail d'autodidacte ou quelqu'un qui aura suivi une formation. Aujourd'hui, avec les IA, on s'affranchit de tout ça. Alors voilà, justement, bah, la vraie question, c'est est-ce que c'est un bien ou un mal? Est-ce que finalement, bon, je vais le prendre maintenant comme exemple, je voulais peut-être le garder un peu pour la fin, mais dans le domaine de la littérature, est-ce qu'un psychodélique peut être considéré comme un écrivain? De toute façon, Psychodélique est une IA, je ne savais pas. il utilise, alors, moi, là où je serais très critique par rapport à son travail, parce qu'il s'en vante, bon, bah, Bah, c'est le attends, côté un on peu troll. développera limite après parce que sinon tu vas Oui, reprendre de tu l'avance. préfères? Oui, bien Je sûr, vais je vais reprendre repartir la dans la main. truc. T'as raison, t'as Et raison, du t'as coup, raison, t'as raison. je pose juste du coup l'image que je voulais initialement poster. Mm. Typiquement, cette image-là, c'est un peu une partie est un dessin à la main Mhm. et une partie est un bug celui-là qui est fait il y a 2 ans. Hein. C'est une image beaucoup plus vieille que celle que j'ai postée parce que l'autre je l'ai faite il y a à peine 2 semaines. Où typiquement l'espèce d'abstrait sur les 2 tiers de l'image, c'est pareil en fait, c'est un mauvais réglage que j'ai fait qui a permis de créer quelque chose de un peu abstrait. Et typiquement, en jouant plein de fois avec ces paramètres-là, j'ai obtenu ce résultat-là que moi j'ai trouvé qu'il était intéressant. Maintenant, l'idée c'est vraiment l'IA ici, elle m'a permis de créer quelque chose de tout à fait nouveau. Et après, pour rebondir du coup sur ce que tu viens de dire, moi au contraire, je m'inscris dans une démarche de démocratisation de l'art. Je suis contre l'élitisme. Mhm. Je suis pour essayer de fournir au maximum de personnes l'opportunité de faire de l'art. Mais ça veut dire que, évidemment, si je permets à 1 million de personnes de faire de l'art alors qu'avant il y en avait que 10 000, bah, j'aurai beaucoup plus de mauvais artistes aussi qui vont arriver, de personnes qui vont choisir la facilité. Mais si j'ai ne serait-ce que 1% de ces personnes-là qui obtiennent derrière une vraie démarche artistique, qui auront envie de créer quelque chose, bah moi j'aurais l'impression d'avoir réussi quelque chose. C'est pour ça que typiquement moi je m'inscris sur pas mal dans un mouvement où je développe moi des outils pour démocratiser l'intelligence artificielle, mais qui est pas sur des sites en ligne. Je développe des outils pour que les gens sur leurs ordinateurs à la maison puissent créer des dessins, puissent créer des vidéos. Et j'aimerais qu'un maximum de personnes puissent s'essayer à l'art. Parce que pendant très longtemps, même si aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont accès à la création. Pendant très longtemps, il fallait faire des grandes écoles qui sont très difficiles à avoir. Si jamais votre famille est prolétaire et ouvrier, il y a peu de chances que vous fassiez les beaux-arts. C'est très peu. Si jamais vous n'avez pas ni le temps ni l'argent, vous n'allez pas faire de la sculpture. Ça a un coût de faire toutes ces choses-là et ça demande du temps et de l'argent que les gens n'ont pas forcément. Grâce à l'IA, oui, ça permet une facilité de gagner du temps sur certaines choses, mais ça permet aussi de donner accès à la création à des gens qui n'y avaient pas accès avant. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif, mais qui montre aussi que l'IA, c'est pas juste un outil qui va permettre d'aller un peu plus vite, ça va aussi permettre de voir des nouvelles choses. Là, typiquement, j'ai donné 2 exemples de bugs, mais globalement, l'IA, comme dans un travail de recherche artistique, va me permettre de créer beaucoup de résultats différents, et dans ces différents résultats, choisir des choses qui me plaisent, puis ensuite créer quelque chose encore de nouveau à partir de ces résultats-là, et ainsi être dans une vraie démarche c'est pas un patchwork, mais c'est plus vraiment une logique de créativité. Lorsqu'on fait un travail de pré-production pour un film, on va aller sur les lieux typiquement qui vont nous inspirer. Si je fais quelque chose sur l'époque précolombienne, je vais aller visiter des musées, je vais me renseigner sur cette culture. Bah, tout ce travail-là, l'IA fait ce genre de travail-là en fait. Elle va permettre de générer des choses, de expérimenter beaucoup, et ainsi participer vraiment au travail créatif. Et pas uniquement, je lui demande une maison, elle me fera une maison, et ce sera toujours la même maison, et là, il n'y a rien de créatif. C'est pas du tout comme ça que fonctionne une IA générative. Elle permet de combiner des éléments de manière vraiment inédite. Elle peut manipuler aussi bien des styles, des langages, des images. C'est pas forcément une intention profonde pour moi l'originalité, mais une association rare. Et par cette vitesse d'exécution, par ces bases de données vraiment larges, la plupart des IA aujourd'hui ont des connaissances, entre grosses guillemets, une culture générale supérieure à 99,9% des humains sur Terre. Donc elle peut permettre de faire des liens entre des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est spécifique à l'intelligence artificielle. Et pour vous parler du... Vas-y, réponds déjà sur cette chose-là. Oui, voilà, juste par rapport à ça, je vais essayer d'être plus bref, hein, mais pour, bien sûr que l'IA, ce qu'elle produit, c'est impressionnant.
On est d'accord là-dessus. Je vais pas m'opposer à cette idée. J'avais un point de vue beaucoup plus radical et opposé au départ. J'ai un peu fait évoluer mon point de vue, et peut-être qu'il va évoluer d'ailleurs encore dans le temps. En t'écoutant d'ailleurs notamment, hein, parce que c'est ça aussi, c'est s'enrichir aussi les anecdotes, et c'est le propre de l'humain. Et heureusement que tu es un humain et que moi aussi, que nous ne sommes pas deux IA en train de débattre. C'est peut-être malheureusement ce qui nous attend dans un futur plus ou moins proche et dystopique, mais bon. Euh, pour moi, voilà, même si c'est impressionnant, c'est pas de l'art au sens humain du terme. C'est à la limite, c'est de la simulation, tu vois. C'est des apparences, des résultats détachés de toute expérience de vécu. L'IA ne ressent rien, elle doute pas. Si elle commet des erreurs, ce ne sont pas des erreurs dont elle va pouvoir tirer profit. Toi, tu pourras en tirer profit, comme l'exemple que tu as donné. Mais elle-même, non, parce que justement, elle est dépourvue d'intentionnalité. Et c'est bien là la différence. Donc, justement, peut-être que c'est une révolution du monde artistique et qu'au fond, finalement, euh, intégrer l'IA dans le travail artistique, pourquoi pas? C'est la thématique même du débat. Mais pour moi, ça n'ira pas au-delà. Ce n'est pas possible. Si je prends la sculpture comme exemple, euh, le fait de modeler, de tailler, de frapper, de se blesser, hein, de, et même de reproduire des gestes ancestraux hein, que d'autres avant moi ont pratiqué. Tu vois, ce côté physique et très intime avec la matière. Ça disparaît avec l'utilisation des IA. Euh, Ouais, Il mais y pour a, il y répondre a, à il y ça a- globalement, le problème c'est que tu vois ça comme un remplacement, alors que je vois ça comme un enrichissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA, comme plein de mouvements avant elle, les tablettes graphiques n'ont pas remplacé le dessin traditionnel. Les imprimantes 3D n'ont pas remplacé la sculpture. Ces choses-là sont complémentaires en fait. C'est-à-dire que ça va permettre à des personnes, peut-être qu'il y aura un peu moins, peut-être. Typiquement, je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être un peu moins de peintres, et encore, je suis même pas sûr, parce que c'est quand même beaucoup plus accessible qu'à une certaine époque. Mais l'IA, elle s'inscrit dans le processus créatif. C'est vraiment là que la thèse que je défends moi, c'est qu'elle s'inscrit dans le processus créatif. Elle n'est pas juste le crayon. Elle est là pour me donner des nouvelles possibilités que je n'avais pas avant. Elle me là pour me donner une nouvelle inspiration que je n'avais pas. Et le problème de dire que typiquement tout ce rapport à la matière qui est très riche et pour moi qui est une très bonne chose d'avoir un rapport à la matière, mais c'est pas parce que moi j'ai pas fait de la sculpture mais par contre j'ai fait de la basse. Et bah typiquement la basse, moi ça me bousillait les doigts au début, c'est quelque chose Oui, de ça très fait mal. traditionnel. Ça fait très mal aux doigts. Du coup je vois un peu l'analogie entre se blesser en faisant une sculpture et avoir très mal aux doigts sur des cordes de guitare de basse. Mais est-ce que Tu peux, parce ouais. que j'aurais pas eu mal sur cette guitare, j'aurais été moins un artiste, j'aurais moins produit de l'art? J'en suis pas convaincu. C'est Alors, quelqu'un qui naît avec une corne au doigt parce qu'il était ouais. peut-être fils de menuisier, il serait moins un artiste? Je pense pas que tu défendras Alors, cette thèse. c'est dommage parce que voilà, là, si j'avais une IA à la disposition qui me permettrait de retrouver cette publicité que j'ai en tête, donc c'est là toute la différence aussi, hein, c'est que c'est quand même entre mes deux oreilles. Mais je sais pas si les gens s'en rappelleront et si tu t'en rappelleras, mais je pense pas, mais je vais essayer de tâcher de la décrire. C'était en fait une publicité pour euh, comment dire, où on voit un homme un noir américain qui est sur le fronton de sa maison en bois et qui n'arrive pas à jouer du blues. Tu vois, il sort un accord et il se met à faire une petite musique sympathique et joyeuse. Il n'arrive pas à faire du blues. Et puis à un moment donné, d'un coup, sa femme trouve, je sais pas moi, une trace de rouge à lèvres sur sa chemise. Elle claque la porte. La fenêtre se casse la figure. Lui-même s'enfonce dans sa terrasse. Et à ce moment-là, la pluie tombe. Et là, il se met à faire une espèce de complainte. Et le morceau de blues finit par être généré. Et ça voilà, tu vois la souffrance qui peut être génératrice d'art, que ce soit dans la musique, mais également, comme je l'ai décrit tout à l'heure, dans la sculpture ou la peinture. Combien de fois, et je suis pas, voilà, je pense que la plupart des gens qui sont passés par là l'ont fait, combien de fois j'ai démoli un travail de plusieurs heures parce que je n'arrivais pas à obtenir le résultat ou parce que je m'étais fait mal et parce que les émotions étaient très fortes, tu vois, pour in fine recommencer, reproduire ou même ne pas faire, dire Oui, laisser bien de sûr, côté. abandonner, mais Et- sauf que c'est des choses qui existent exactement de manière analogue quand je passe des après-midi entières à sauf qu'il vouloir y a des, générer une image avec une oui, IA et que je sauf n'arrive qu'il y a des pas à obtenir sauvegardes. ce que je veux, ça finit par me faire péter un câble. De la même manière, peut-être pas exactement la même manière, bien entendu, mais finalement j'envoie tout valser et je supprime même le dossier en mode c'est mort, ce projet il est fini, ça me saoule, et c'est un processus qui existe.
Et en plus, t'as pas remis en cause le fait que les œuvres créées par IA permettaient de générer des émotions chez les gens. En tout cas, qu'elles évoquaient des émotions. Ça, J'en ai parlé tout à l'heure, hein. J'ai parlé du fait que justement, et je vais même parler de la voix synthétique qui pouvait générer des émotions. Et que justement, donc, c'était là si à où vous partir du l'aviez. moment où ces œuvres-là, parce que j'essaie de gratter un peu mon temps, c'est pour ça que Hmm. je te coupe plus, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais si ces œuvres-là permettent de générer des émotions, et que l'artiste, du coup, enfin la personne, parce qu'on est là pour juger si c'est un artiste ou non, entre grosses guillemets, mais du C'est coup, ça, ouais. Ouais. si jamais je génère des choses qui suscitent des émotions, et que grâce à ça, moi, je vais créer une œuvre, bah en fait, t'es en train de dire que t'es d'accord avec moi que l'IA m'a permis d'être créatif, parce qu'en fait, ça a suscité des émotions chez moi qui m'ont permis de créer quelque chose. Donc l'IA a participé à mon processus créatif. Je veux bien l'entendre. Ça, par contre, tu vois, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure, quand peut-être qu'à l'issue du débat, j'aurai un point de vue différent. Déjà, depuis le début, il évolue. Il évolue un peu. Parce qu'on a eu l'occasion d'échanger au préalable, mais très peu au fond. Oui, Et, parce qu'on voulait garder un peu pour ce soir. bien sûr, et c'est normal, et c'est très bien. Puis d'ailleurs, justement, grâce à ça, justement, il y a quelque chose qui se génère. Moi, je ne veux pas rester campé sur mes positions. D'ailleurs, je trouve que la posture, cette posture-là, très archaïque et que tiennent parfois des traditionalistes, même si c'est un peu le point de vue que je défends, je vais pas le défendre à 100%. Euh, Déjà parce que je parle de gens parfois qui sont de génération antérieure à la mienne, et qui sont dans un rejet total de toute forme de technologie. Et quelque part, quand on les regarde, on a plus un regard pathétique en se disant mais il faut vivre avec son temps aussi. Oui, Mais comme je on peut pense quand trouver les même, mêmes extrêmes de l'autre côté où des gens disent et littéralement mais c'est fini, la peinture ça n'existera plus, c'est les IA vont ça, vous remplacer. On a c'est des ça. extrêmes des deux côtés et entre guillemets c'est Hmm, vraiment pas pour moi c'est pas les gens les plus à écouter parce que d'un autre côté on a tous une plasticité mentale, on a tous nos hmm, habitudes et une histoire qui peut expliquer ces comportements-là. Il y a des gens qui sont très modernistes, il y a des gens qui sont plus conservateurs, des fois même il y a des idées politiques qui viennent se glisser dans les questions artistiques parce que là c'est quand même très politique. hmm. Donc là, je pense que c'est vraiment pas sur ça que nous, on aura le désaccord. Mais c'est vraiment sur ce côté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent assez mal les IA et comment on s'en sert, et qui pensent que globalement, la plupart des gens qui créent des œuvres avec IA, ils vont sur Midjourney ou sur ChatGPT, ils disent fais-moi un magnifique tableau façon Van Gogh de la cathédrale de Lourdes, Hmm. et ils vont faire un copier-coller, ils vont dire voilà, regardez, j'ai fait un magnifique tableau. Et je peux même comprendre que la personne qui, lui, l'artiste qui a passé des heures et même parfois toute sa vie à se saigner les mains sur sa sculpture et il voit ça, oui, c'est très beau, mais il se dit mais en fait, il y a rien là-dedans. Toi, tu as juste écrit une phrase dans un chat et tu te prétends aussi artiste et aussi créatif que moi qui ai passé autant d'années et qui a un vrai rapport aux choses. Alors qu'en fait, je compare pas du tout ces deux cas-là. Moi, je compare les deux personnes qui ont une démarche artistique et j'essaie de dire que avec l'IA, on peut avoir une démarche qui est analogue, on n'est pas là pour juger de celui qui sera le plus artiste. Je trouve ça, c'est assez puéril de se dire si t'as plus mal ou si t'as passé t'avais plus de mal ou t'as plus été triste dans ta vie, t'es plus un artiste. Je dirais pas ça non plus. Il y a un Mais je côté pense très prétentieux, je suis d'accord avec toi. Il y a ce côté très prétentieux de l'artiste fou, enfermé dans sa cave, ou voir celui qui s'est coupé une oreille, why not, quoi, tu vois, de dire, voilà. voilà, ça c'est un artiste. C'est vraiment l'image caricaturale, la Oui, caricature et puis même de après, les gens l'artiste, elle est jugent, là. hein, les gens te disent que tel artiste, même dans des trucs très modernes comme du rap, ils disent bah depuis qu'il a arrêté la drogue et qu'il est devenu riche, bah il sait plus écrire quoi que ce soit. C'est quelque Oui, chose ça, qu'on ça retrouve remonte. assez communément. Parce que oui, évidemment que quelqu'un qui a des choses à dire dans un médium où on parle vraiment de transmettre des émotions, si la personne n'a plus rien à dire, bah, c'est beaucoup plus dur de continuer ce qu'elle faisait. Ouais. Ce qui est un cas là, on parle de Hmm. cas particuliers, hein, je dis pas que c'est le cas de tous les artistes, Non, non. mais c'est vrai Mais par que... contre, ça pourrait être intéressant de rebondir maintenant sur justement le cas emblématique du théâtre d'opéra spatial. Justement, là, on touche pour moi à quelque chose d'intéressant par rapport au débat. Puisque justement, bah, tu as tout un consortium d'artistes qui se sont élevés contre ce prix qui a été remporté par un. Bon, alors, est-ce qu'on peut le qualifier d'artiste? Je sais pas. Moi, je connais pas trop le travail. Hein. J'ai juste regardé la source. Je me rappelais vaguement de l'événement, mais bon, l'artiste Oui, Allen là, qui a utilisé Midjourney apparemment oui pour c'est ça. générer, et puis 600 prompts textuels pour pouvoir vraiment arriver à son résultat. Donc il y a quand même un lourd travail derrière tout ça. Il a apparemment retouché aussi son travail avec Photoshop. Donc l'utilisation de Photoshop, c'est-à-dire qu'il y a quand même une part comment dire, il a lui-même mis un peu sa patte humaine, il n'a pas laissé que les IA générer l'image. Donc en soi, on pourrait dire, bon, bah, il a quand même utilisé Photoshop. Après, il l'a agrandi, il l'a imprimé sur une toile, à la façon de. Euh,
Là, c'est tout ce que je décrivais tout à l'heure par rapport le rapport à la matière, le rapport à la toile, le choix de la toile, voire même la préparation de la toile, hein, parce qu'il y a tout un travail pour ceux qui veulent faire de la peinture, pour éviter d'avoir à dépenser des sommes folles, parce que l'art, c'est vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'ailleurs, un milieu réservé à une certaine élite. Les produits sont chers, les toiles sont chères, les peintures sont chères. Bon, mais il y a aussi des astuces qu'on peut trouver, hein, c'est-à-dire fabriquer sa propre toile avec je crois que c'est avec du blanc d'Espagne, enfin avec de la gélatine, il y Ouais, a ça demande du différentes temps, recettes. Voilà, c'est c'est ça. Ah encore oui, un autre savoir-faire à développer. c'est ça. Mais tout ça fait partie du processus créatif, tu vois. C'est ça que j'essaie aussi un petit peu de défendre dans ce côté un peu traditionnaliste, sans rentrer non plus dans l'extrême Bien voilà. sûr, et moi je le mets en Après, parallèle de ce moment où il a généré des 600 images pour finalement n'en sélectionner que 4. c'est ça. Mais il était en compétition avec des artistes, on va dire, standards. Et c'est là où on va dire, peut-être que c'est pas du jeu. Ce qui serait intéressant, peut-être, c'est de développer un concours avec différentes IA ou différents prompteurs qui, eux, vont mettre leur savoir-faire en compétition à partir des mêmes règles du jeu de départ. Là-dessus, je serais plutôt d'accord. Et puis, peut-être de laisser la part de l'imperfection humaine, hein, dans ce travail un peu artistique plus basique, hein, quelque part, moins retravaillé par les algorithmes, que constitue le travail artistique, la création artistique humaine, de le laisser finalement entre humains, tu vois, finalement Mais dissocier, j'ai ne, du mal ne avec pas ce côté, mélanger les ce deux. mot peut-être qui est pas bon, parce que quand tu parles d'imperfection, je remets l'œuf, faut que tout le monde la voit dans le chat, elle est pas du tout nette, elle est pas du tout parfaite. Il y a des choses, justement, l'une des trucs que je trouve assez original, c'est que l'IA, typiquement, la première chose que les gens voient pour capter si c'est fake ou pas, enfin si c'est fake, si c'est fait par IA ou pas, c'est chercher les imperfections. C'est chercher le doigt en trop, c'est chercher le côté flou, le côté incohérent. Bah, en fait, justement, pour moi, ces choses-là, des fois, je les garde parce que je trouve que c'est justement l'apport de l'IA d'un point de vue créatif. C'est des choses qu'un humain ne fera jamais. Un humain ne va jamais faire un troisième bras bizarre qui sort de nulle part. Oui, ça peut être étrange, mais peut-être que le résultat peut être justement étrange, mais voulu, et peut du coup évoquer quelque chose de particulier. Bah, C'est pour Tu, moi. évo- tu évoques, euh, tu évoques un truc intéressant sur les IA génératives d'images, c'est justement cette difficulté qu'elles ont encore certaines, hein, à faire des mains correctes. Souvent, tu vas te retrouver avec des mains avec 6 Ah, de nos doigts jours, ou on en a 4 qui doigts. font des très bonnes, hein. Oui, oui, ça s'est bien amélioré, hein. Mais j'ai utilisé dernièrement une IA et j'ai remarqué que sur une des mains, il y avait 7 doigts et l'autre 6. Mais bon, on n'était pas dans de l'IA Ah très oui. performante. Mais juste pour parler de ce bug est-ce que c'en est un finalement? On ne sait pas trop. Mais tu prendras n'importe quel humain, même s'il n'est pas talentueux, même s'il n'a aucune compétence artistique, tu lui demanderas de dessiner une main, même si c'est une boule avec 5 traits, il te fera quand même une main avec 5 doigts. Alors qu'une IA est capable de te générer une main assez réaliste, mais bizarrement va te mettre des doigts surnuméraires. Et c'est là où il y a bien la différence de traitement entre le traitement d'un cerveau humain et le traitement d'une IA. Et pour moi, bon, peut-être que c'est des choses qui vont certainement s'améliorer, se corriger avec le temps, mais pour autant, ça montre bien qu'en fait, le processus n'est pas du tout le même quand on Ouais, mais parle est-ce que s'il est d'algorithme ou de cerveau différent, il humain. est moins artistique? Typiquement, regarde cette image. Moi, cette image, quand je la regarde, elle me met mal à l'aise. C'est une image que j'ai créée il y a 2 ans. Elle est clairement buggée de partout. Il y a rien, c'est pas du tout photoréaliste. Mhm. Mais typiquement, quand je l'ai créée, ça, c'était il y avait il y a quelque chose qui, typiquement, je pense qu'il y a très peu de chances qu'un humain aurait fait. Il y a des têtes à des endroits où il y en devrait pas y en avoir. Il y a vraiment ce côté un peu spécifique de l'IA que j'essaye d'explorer, qui permet de produire des résultats auxquels on n'aurait pas pensé en fait. Un humain peut faire ça. N'importe qui sait dessiner, il prend mon dessin, il peut reproduire exactement la même chose. Je Mhm. Mais m'interromps juste c'est pour vous dire, on vient de passer la mi-temps, donc il reste 33 minutes avant le temps de conclusion, et Youm, t'as encore 6 minutes à peu près de temps de parole de retard. Voilà, je me mute et je vous laisse. Et du coup, c'est vraiment, moi, c'était mon deuxième point que je voulais explorer, c'est vraiment le côté de l'IA dépasse les intentions de son concepteur, en fait. Non seulement c'est un outil qui permet d'accélérer, mais en plus, elle permet, par sa nature même, parce que l'IA générative, faut penser que c'est quelque chose qu'on va entraîner, c'est un réseau de neurones qu'on va entraîner avec, oui, un ensemble de documents. Pour une IA d'images, ça va être un ensemble d'images. Mais une fois qu'on l'a entraîné, c'est un peu comme ce qu'on dirait une black box, en fait. C'est-à-dire qu'on est incapable de dire qu'est-ce qui se passe dedans. C'est pas un ensemble d'algorithmes uniquement. C'est pas juste A, B, C et ensuite il y a un calcul qui est fait. On est incapable de le prédire et on est même incapable de savoir ce qui se passe dans cette boîte. C'est ce qui fait Mhm. que
Même les concepteurs de l'IA ne maîtrisent pas du tout toutes les capacités et ne sont capables de savoir ce que font ce qui est capable leur IA que en faisant des tests a posteriori de la génération. Donc là, tu nous parles bien d'aléatoire. L'aléatoire, tu peux également l'obtenir sans avoir à passer par une IA. Je Tu peux très je bien, parle d'ailleurs. pas d'aléatoire. L'aléatoire voudrait que ça fasse quelque chose de complètement sans aucune, entre guillemets, dans tous les sens. Ça pourrait produire, Ah, quand je lui demande une maison, elle me produit une chaise. C'est pas mais à ce point-là. les têtes dont tu parles sur ta création, elles, Oui. elles auraient pu apparaître à des endroits qui ne te convenaient pas. Il se trouve qu'à un moment donné, dans la génération de cette image, toi, tu y as perçu quelque chose d'intéressant et tu as conservé cette image. Je ne sais pas combien d'essais tu as fait au préalable, je ne sais pas comment ça fonctionne et comment tu travailles, mais probablement qu'il y a aussi un bon nombre d'images que tu vas passer à la trappe parce que Non, mais justement, la très très grande majorité, oui. Et voilà, comme c'est je ça. pense qu'un artiste, avant qu'il publie une peinture, la plupart des temps, ou même un sculpteur, je pense qu'il y a beaucoup de Hmm, sculptures qui sont des échecs. C'est ce que même tu complètement. disais toi-même au début, il y a énormément d'échecs avant d'avoir une réussite. Bien sûr, tout à Avant fait. de faire ta masterpiece, on me Hmm, pardonnera l'anglicisme, tu vas faire hmm, énormément d'échecs. Et même des fois, il y a plein de projets où tu vas même finalement ne jamais réussir à faire ce que tu voulais vraiment faire. Parce que bien sûr. t'as pas atteint ce que tu voulais, le résultat n'est pas satisfaisant et tu finis par tout jeter. Et on en a déjà Com- parlé plus tôt. Mais moi, ce que je Tout voulais à parler, fait. c'est surtout vraiment dans leur conception, il existe ce qu'on appelle de la zero shot translation. Parce que l'IA, c'est beaucoup en anglais, donc je suis désolé pour les anglicismes. Mais en gros, il se passe des événements totalement inattendus par les développeurs. On va avoir le système va faire des liens entre des choses de manière spontanée. Le mot spontané peut être soumis à débat, mais ça va être que il n'y a aucun élément qui nous permettait de savoir avec les éléments d'entrée qu'on allait obtenir ce résultat-là. Mais il n'est pas aléatoire. Parce que s'il était aléatoire, quand je remettrais les mêmes éléments, j'aurais un nouveau résultat. Alors que là, c'est pas le cas. Quand je mets les mêmes Et est-ce que éléments en tu, entrée, j'aurai toujours le même résultat. et est-ce que tu es en mesure d'interroger l'IA sur la manière dont elle a généré cette image justement, Elle n'est pas qui te conçue pour satisfait? pouvoir parler. En fait, c'est Voilà, c'est typiquement ce qui est ça. arrivé avec Ok. les nouveaux modèles arrivent de plus en plus à le faire. Typiquement, c'est arrivé de manière démocratique avec DeepSeek, avec le Hmm, système de raisonnement, où on peut, en plus de voir le résultat c'est du ça. prompt, voir le raisonnement qu'elle a eu pour en arriver là. Mais ça reste une explication avec notre langage de comment elle a fonctionné. Donc, il y a déjà une traduction. Beaucoup de gens diront Hmm, traduire, c'est trahir déjà entre des humains. Mais alors, quand c'est une IA, parce qu'elle parle pas en français ni en anglais dans son algorithme. Donc, quand elle te traduit dans ta langue comment elle a fait pour réfléchir, c'est déjà une traduction de son processus. C'est pas vraiment le processus en lui-même. Donc il y a déjà une perte, entre guillemets. hmm. Et tu Mais il y a m'avais dit vraiment que que. tu Vas-y. travaillais avec plusieurs types d'IA en fait, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une seule IA qui va générer. Bien sûr que non, parce qu'en fait, Voilà. Hmm, il y a différents processus qui permettent de générer des images, et même, enfin, pour les IA des images, parce que moi, typiquement, comme de la même manière que tu fais de la sculpture, donc je fais pas mal de dessins par IA, si on peut dire dessin, parce qu'il n'y a pas vraiment de mots pour ça, des images plutôt. Je produis des images hmm, via l'IA. Bah, typiquement, il y a différents modèles avec. Il n'y a pas juste le dataset, on va dire, donc les données qui ont permis de créer cette IA, mais il y a aussi les différentes méthodes qui ont permis de le faire. Là, par contre, ça dépasse hmm, évidemment mon niveau. Je suis pas. C'est des ingénieurs, souvent, c'est beaucoup de mathématiques qui permettent de générer, du coup, le réseau de neurones qui va ensuite être entraîné avec ce dataset pour créer une IA de base. Et même là, par-dessus, moi, typiquement, je travaille avec des artistes qui sont des artistes peut-être plus au premier sens du terme, qui produisent des œuvres à la main. Souvent, bah, l'artiste avec lequel je travaille le plus utilise une tablette graphique, donc peut-être que ça sort déjà un peu du cadre, mais globalement, c'est beaucoup plus admis que c'est la méthode classique. Et ensuite, grâce à ces dessins-là, je vais pouvoir moi-même réentraîner une IA qui a été faite par une grosse société telle que Meta, telle que One ou OpenAI. Et grâce à ça, je vais pouvoir moi-même, en tant que simple personne avec un PC classique, enfin gamer standard, générer un petit modèle supplémentaire pour orienter mon IA dans le sens que je veux. De la même manière que, imaginons que tu pourrais reprendre toutes les œuvres que tu as créées, que tu as sculptées par le passé, pour pouvoir influencer une IA à faire quelque chose dans ton sens à toi. Et du coup, travailler hmm. avec toi tel que toi, tu as l'habitude de le faire. Du coup, entre guillemets, tu vas transmettre, tu vas rendre immortel toute cette connaissance que tu as créée. Parce que du coup, tout ce savoir-faire unique de l'artiste, entre guillemets, tout ce rapport à la matière que toi, tu as eu, qui a permis d'obtenir ce résultat, eh ben, tu vas pouvoir l'intégrer dans une IA. Parce qu'elle va devoir apprendre les spécificités du Hmm. travail de Tom Bombadil. Évidemment, Mais uniquement dans le résultat, pas dans le là, raisonnement. Elle ne sera jamais dans ton esprit, elle pensera jamais comme toi, hmm. bien Non, mais entendu. typiquement, tu me proposes un outil, et c'est plus ou moins le point de vue que je défends
dans l'utilisation des IA dans le monde, dans le monde artistique et par rapport au processus créatif. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Laisser faire l'IA à ma place, par contre, en fonction des données qui me sont propres par rapport à un travail que j'aurais fourni, des connaissances que j'aurais acquises, là, par contre, ouais, ce serait un peu le repos du guerrier si on veut, mais il y aurait plus pour moi de. Enfin, je pourrais pas de moi-même qualifier le produit de l'IA euh, d'œuvre artistique. Elle sera peut-être une œuvre d'inspiration artistique, au mieux, mais pas une œuvre Et d'art à proprement parler. une œuvre qui est un produit qui est objectivement, les gens quand ils le voient, c'est de l'art, qui vient d'un processus artistique, en quoi c'est pas de l'art? Quel est À l'élément qui partir, le fait tout sortir à du fait, cadre de l'art en tout à fait? fait. On peut même extrapoler et dire que, qu'est-ce qui nous oblige à dire que finalement on a travaillé via une IA. Bah, après, Il y faut qu'on a, reste dans une démarche honnête, bien entendu. Voilà, parce que là, moi, j'aime bien, mais c'était d'ailleurs un point de vue que je développerai peut-être après, hein, sur des choses qui se font pas, des pratiques du passé d'ailleurs, et qui n'ont rien à voir avec l'IA, mais où quelque part on pourrait faire un point de comparaison. Mais voilà, comme on va arriver à peu près à la moitié, je pense, à la mi-temps, là, je sais pas ce que. Ah, elle est déjà passée la mi-temps. On l'a passé Elle est déjà passée. depuis Ah quelques d'accord, Oui, minutes. oui. elle est passée, d'accord. Donc du coup, je sais pas si on continue, du coup, ou s'il y a quoi que ce soit, il y a une annonce à faire. Non, non, bien sûr, non, non, elle est déjà faite, annonce. Je vous ai prévenu tout à l'heure que D'accord, oui, ok. qu'on était à la mi-temps et donc à Ok. 21h22, ce sera le début des conclusions. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok, donc oui, alors une des questions par rapport, si on doit reprendre l'histoire du théâtre d'opéra spatial, là, donc cette œuvre qui a gagné, remporté ce prix et qui était entièrement générée par IA, c'est toute la question de la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que toi, t'en aurais à dire par rapport à ça? Parce qu'il y a aussi cette dimension-là à prendre en considération dans le travail artistique dans la commercialisation de l'art. Au fond, comment est-ce qu'on peut Oui. se projeter par rapport à ça? Bah, Quand le l'avantage, travail. c'est qu'on a déjà un médium artistique qui met plutôt aujourd'hui, qui a été sujet à débat comme Mmh, toutes les nouveaux arts, mais qui aujourd'hui est plutôt fait consensus, c'est le cinéma. Le cinéma est jugé comme un art pour beaucoup de personnes. C'est un art, par contre, qui est collaboratif. De la même manière que ce que je défends avec l'IA. C'est que typiquement, un film, c'est l'œuvre de qui? De son réalisateur, de son costumier, des acteurs, de celui qui a fait la musique. C'est comment? C'est un art qui est composite, mais en même temps, il y a bien qu'une personne. Typiquement, généralement, on remet au réalisateur le devoir d'orienter toutes ces choses-là, d'être un peu le chef d'orchestre du film. Et là, il y a aujourd'hui, c'est plutôt communément admis en fait. Donc si jamais moi j'utilise une IA pour créer quelque chose, étant donné que comme on semble être d'accord, celui qui a l'intentionnalité artistique derrière, ça reste l'humain qui est derrière l'ordinateur et pas l'IA en elle-même pour le moment, en tout cas dans l'état des lieux, bah, en quoi tu lui retirerais le fait que ce soit lui l'artiste en fait et la propriété de l'œuvre? Après, vu ah, que comme je- typiquement l'IA a mmh, été entraînée avec des produits, par contre, il y a un sujet de copyright et que je peux comprendre surtout d'un point de vue de droit d'auteur, parce que oui, il y a eu du vol et que le vol, que ce soit mmh, des œuvres artistiques, c'est quelque chose de mauvais en soi. C'est typiquement moi, toutes les œuvres que j'emploie sont des œuvres qui ont avec l'accord des auteurs. Ça, mmh. c'est quelque chose. Pour moi, l'éthique c'est important. Et aujourd'hui, je trouverais ça vraiment. Je suis pas pour le fait qu'aujourd'hui, moi, je récupère toutes les œuvres de Tom Bombadil pour que générer une IA et ensuite en imprimer en 3D et dire je suis le seul artiste. Et derrière, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai volé ton savoir-faire, j'ai volé ton Alors, expérience. à titre personnel, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs dans le passé. Et d'ailleurs, j'en fais pas commerce donc, de ce que je fais parce que Mais j'ai oui. une part de moi qui est dégoûtée de ça, quoi. D'ailleurs, parce que c'est une pratique assez fréquente dans ces milieux-là où, Oui, après c'est quelque chose de nouveau et de non réglementé, mais comme aujourd'hui je peux décalquer une œuvre moderne, ou même juste mmh, copier une œuvre et l'imprimer sur toile et la revendre. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de problèmes de vol déjà mmh, d'œuvres sur des sites, pour pas donner de pays, mais qui récupéraient globalement toutes les œuvres de DeviantArt pour les mettre sur des t-shirts et les revendre. bien sûr. Et ça Mmh. existait bien avant l'IA en fait. C'est-à-dire que c'est pas un problème lié à l'IA en lui-même. Non, C'est non, des dérives des humains en fait. C'est les gens C'est qui font c'est- des. c'est de la malhonnêteté que d'ailleurs on retrouvait avant même l'émergence de l'informatique, hein. D'ailleurs, il y avait les cas de faussaires euh, qui en soi aujourd'hui sont considérés presque comme des artistes, mais qui quelque part Oui, étaient des escrocs, quoi, hein, quelque part, hein, voilà. Mais juste par rapport à l'œuvre, hein, de l'opéra spatial, l'opéra spatiale, oui. euh, le- euh, il y a, je vois, la demande de droit d'auteur a été refusée par l'Office américain des droits d'auteur, qui ont estimé que justement, c'était pas un travail suffisamment humain
de création. Ça c'est pas moi, hein, Oui, bien sûr. c'est- Après, tu es d'accord voilà, pour dire que l'arsenal juridique actuel n'est pas du tout encore adapté à quelque chose qui vient tout juste d'émerger. Il y a beaucoup de choses qui justement, se posent, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. À mon avis, la loi va beaucoup évoluer. Et certainement. globalement, les copyrights ont beaucoup évolué. Typiquement, même sur les modèles que j'emploie, à chaque fois, dans le modèle, il est écrit d'où viennent les datasets, donc c'est-à-dire d'où viennent les Hmm. images. Est-ce que c'est des images libres de droit? Typiquement, moi, quand j'ai entraîné des IA moi-même, je les ai fait principalement, par exemple, sur deux mouvements artistiques très connus qui sont le romantisme. Et j'ai fait aussi, pardon, j'ai un trou de mémoire dans le cadre du débat, mais globalement, c'est des choses où les œuvres sont déjà dans le domaine, dans le domaine public. J'ai fait le romantisme et l'impressionnisme, qui sont deux mouvements artistiques quand même majeurs dans la peinture. Même pas que dans la peinture, parce que le romantisme a aussi existé dans d'autres domaines artistiques, tels que la musique, tels que les poèmes, etc. Mais du coup, globalement, moi j'ai utilisé des images où je sais qu'il n'y a plus de droit d'auteur dessus. Mais évidemment que les images qui sont sous droit d'auteur et qui sont ensuite réemployées par des IA, bah, je peux pas dire derrière, bah, en fait, moi j'ai volé 10 œuvres et j'en ai fait une nouvelle, et je veux les droits sur cette image, je peux comprendre que ça pose question. Hmm. Maintenant, Et est-ce puis c'est de qu'un toute façon. humain qui s'est inspiré de... Est-ce que à l'époque quand on est dans un courant artistique, vu que je m'inspire des œuvres et que j'en crée une dans le même style, j'aurais pas de droit d'auteur? Là, par contre, tout le monde dirait, bah si, j'ai créé quelque chose de nouveau, même si je me suis inspiré de plein d'œuvres, j'ai créé quelque chose de nouveau, donc c'est moi qui en suis le propriétaire. Donc c'est pour ça qu'il y a De vraiment toute un façon, débat qui se crée. tu l'as très bien dit tout à l'heure, on s'inspire tous du travail d'un autre, hein, et pas besoin d'y intégrer spécialement le débat autour de l'IA. Euh, la source d'inspiration, en général, elle n'est pas spontanée, elle est rarement spontanée. Tu vois. Tout à l'heure, j'ai défendu un peu ce point de vue par rapport à la sculpture, mais en réalité, bien évidemment que j'ai une base de données, ne serait-ce que dans ma mémoire. Donc, Et puis même toute ton expérience de vie, entre guillemets, tu t'es inspiré hmm, vu tout à qu'il y a fait. le vécu émotionnel, mais il y a aussi le vécu artistique. Je pense Oui, que et toutes puis, les et puis, œuvres, même hmm, les formes, les choses que tu as bien sûr. rencontrées dans ta vie, vont influencer grandement la manière dont tu Hmm, l'écris. Il suffit de voir chaque culture, quand elle produit des sculptures, une hmm, sculpture de la Grèce antique ne ressemble pas du tout à une sculpture de Aztèque ou autre. Elles s'inscrivent hmm. toujours dans une culture. Pourtant, on va pas dire que ces gens-là n'étaient pas créatifs, parce que voilà, cette culture aztèque elle ressemble quand même beaucoup à toutes les autres cultures aztèques. Personne ne. Enfin, sculpture, pardon. Oui, oui, non, non, bien sûr, mais ça c'est très, très culturel. Mais sans parler même de cet impact culturel, moi-même à titre personnel, plus jeune, j'avais fait une petite étude de marché pour essayer de tenter de percer dans le milieu de la figurine à l'époque où ça commençait à arriver, et d'être en fait, de travailler sur les matrices, hein. Et je me rappelle d'un vendeur de figurines sur Paris qui m'avait dit faites attention, jeune homme, là ce que vous êtes en train de faire, c'est typiquement le style de machin bidule. Je sais même plus qui c'était l'artiste, Oui. mais en gros, il m'avait comparé à un artiste connu qui avait lui copyrighté toutes ses œuvres et qui lui m'avait mis en garde qu'en fait ce que j'avais fait moi spontanément et sans aucun référentiel à cet artiste, bah, ça ressemblait fortement à ça. Et ça, c'est une convergence, on va dire, qui peut arriver aussi. Ça peut arriver, oui. Et donc, pour moi, c'est vrai que je serais très, très. De toute façon, tout le côté très mercantile autour de l'art, le marché de l'art, me met mal à l'aise de manière générale, hein, surtout les arts plastiques. Parce que vraiment, les dérives, on les connaît et Ça représente une on est en plein dedans. très petite minorité finalement de l'art qui est vraiment partagé. C'est-à-dire que la grande majorité de l'art pour moi, c'est de l'art populaire, c'est des choses qui sont. C'est C'est pas ce qui est ça. dans les galeries d'art, malheureusement. Enfin, dans les galeries d'art, ce que je veux dire, c'est dans le Mm. marché de l'art. Parce que oui, Et dans c'est là où le. je te rejoins, hein. Ton côté militant autour des IA et autour du travail de la démocratisation de l'accessibilité à l'art, moi je la trouve honorable et louable, puisque moi, dans un autre registre plus traditionnel, je partagerais un peu la chose, c'est-à-dire mais plus dans une, comment dire, une possibilité de transmettre aux autres et de façon, alors si ce n'est gratuite, en tout cas très accessible, un savoir-faire plus manuel. Donc en fait, là-dessus, dans la démarche, je pense qu'on pourrait se rejoindre. Mais Surtout que je pense que ça peut être une porte ouverte en fait. C'est-à-dire que typiquement, quelqu'un peut. Pour moi, ça n'empêche pas quelqu'un de faire de la 3D et faire jouer avec une imprimante 3D. Et un jour, n'arrivant pas hmm, forcément à avoir ce rapport avec ce logiciel-là tel qu'il voudrait, essayer pourquoi pas d'acheter un bloc d'argile et d'essayer c'est de faire ça. quelque chose Ouais. de ses 10 doigts. Pour moi, Hmm, c'est pas du tout antinomique en fait. Les deux. hmm, Et oui, il y aura des gens qui vont, comme ils l'ont toujours fait en art, qui vont juste faire la même chose que d'autres, qui vont pas avoir du tout de démarche. Où ça va juste être soit parce que
Après, il n'y a pas de mal en soi, hein, comme je dis, le cliché du je vais faire un 3 millionième fan art de Sonic, ça fait pas de mal à personne, et en soi, c'est pas grave, même c'est plutôt positif. Faites des fan art, faites des choses. C'est pas grave parce que ça s'inscrive pas dans un processus créatif particulier. Ça peut être juste faire de l'art pour le plaisir de faire de l'art. Et c'est quelque chose qui est totalement positif pour moi culturellement. J'encourage tout le monde à produire quelque chose, même juste quelque chose de beau, même si ça ressemble à ce que d'autres ont fait. C'est pas un problème parce que c'est quelque chose qui, d'un point de vue du dessin, on va jamais critiquer des gens parce que ah mais ce que tu dessines pour le plaisir, ça ressemble à ce que d'autre a fait avant toi. C'est pas pertinent, je pense, comme réflexion. Alors que typiquement avec l'IA, les gens vont faire des réflexions qu'ils n'ont jamais eu avant. C'est oui, mais ça ressemble trop à ça. Oui, mais ça, c'est inspiré de ça se voit. Oui, mais là, ça ressemble à tel artiste. Et c'est pas grave en fait. Là où il y a un problème, c'est quand il y a un rapport financier avec tout ça. Sauf que Mm. globalement, beaucoup de militants anti-IA vont aller, moi typiquement, j'étais beaucoup avant sur DeviantArt, qui était pendant très longtemps, après c'est un site historique de partage d'art Mm. très amateur. Et quand l'IA est arrivée, oui, il y a eu un gros problème parce que d'un coup, là où des artistes pouvaient mettre une semaine, 2 semaines à produire un simple dessin, bah d'un coup, il y a eu un flot d'images parce que c'est tellement plus facile, tellement plus rapide, d'images vraiment peu inspirées qui ont débarqué sur le site et l'infrastructure n'était pas du tout conçue pour. Et du coup, ça a, entre guillemets, masqué tout le travail des autres artistes. Et du coup, une guerre s'est ouverte, entre grosses guillemets. On parle de guerre entre des gens sur des forums, hein. Mais, et un militantisme s'est créé contre l'IA en réaction, parce que les gens se sont Oui. sentis attaqués. Ce que je peux comprendre, en fait. Sauf que derrière, ils en ont dénaturé l'outil en lui-même, en le portant en Mm. responsable de tous les maux, alors qu'en fait, bah, il y avait déjà à l'époque avant l'IA, même sur les fanarts de Sonic, des gens qui mettaient en gros dessus personnage original ne pas voler en fait. Parce que même déjà à Mm. l'époque, tout le monde se copiait les uns les autres. Et Bien c'était sûr, bien déjà sûr, bien sûr. critiqué. Donc l'IA Tout pour à moi n'est fait. pas du Donc, tout un problème là-dessus. et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas l'IA qu'il faut incriminer en tant que technologie, mais c'est bien l'intention de la personne qui se cache derrière. Quelqu'un qui aurait comme seul objectif de concourir euh, contre des personnes ayant justement cette fibre artistique uniquement pour le simple plaisir d'en être, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils n'ont pas ce domaine de compétences. Ils en ont probablement d'autres d'ailleurs, hein. Tout le monde a un domaine de compétences à exploiter, hein. Finalement, se revendiquer artiste, et j'ai un exemple assez intéressant dans le domaine, hein, même si on n'est plus vraiment dans le domaine de l'art, mais c'est tout ce qui touche des figurines de type hot toy, là, des reproductions donc de figurines ou de presque du jouet, quoi, en fait, hein, mais de très haute qualité et très cher d'ailleurs à la revente, Oui. euh, qui sont donc où les différents intervenants sont crédités. Et notamment pour les visages hyper réalistes des acteurs, puisque c'est des reproductions, donc Marvel ou autre, hein, où on va reprendre les visages des acteurs et actrices, en fait, sont crédités comme sculpteurs des gens qui ont juste finalement scanné en 3D, donc avec un laser, le visage de l'actrice, et l'ont reproduit via une imprimante 3D dans la matière, pour après peut-être faire 3 retouches pour ébarber un petit peu les imperfections, et faire partir ça en chaîne de production. Il y a absolument aucune démarche artistique dans ce domaine-là. Et pourtant, le terme est employé. Et des sculpteurs comme Randy Bowen, à une certaine époque, qui faisaient justement dans le monde du Marvel des figurines de très haute qualité avec un, un rendu incroyable, hein. Pour moi, c'était une référence dans le domaine. Je me demande bien maintenant ce qu'il fait. Alors, il a eu un renom, donc je pense qu'il a gardé on va dire cette aura par rapport à son passé. Mais aujourd'hui, des Randy Bowen, il ne peut plus en exister. Parce que bah, justement, on scanne directement et on est dans le domaine en plus de l'hyper-réalisme. Et dans l'hyper-réalisme, eh ben, on reproduit le réel. On l'amplifie un peu peut-être, mais on n'est pas. Il y a beaucoup moins de subjectivité. Donc évidemment, Ouais, mais de la manière que c'est un mouvement qui a apparu aussi l'hyperréalisme dans la peinture, c'est globalement ça a été quelque chose qui finalement qui a vite vu très vite ses limites en fait. Parce que si c'est juste pour reproduire le réel, surtout qu'en plus il y a eu la tout à photographie qui est fait. arrivée, et au final si c'est juste pour reproduire exactement le réel, à nouveau il y aura, à part la composition de l'œuvre, il y aura très peu d'apport artistique entre guillemets. Non, non, tout à fait. Là-dessus, c'est vraiment un autre débat, mais oui, en effet, on peut s'interroger sur la pertinence artistique d'une œuvre hyper réaliste, que ce soit en peinture ou en sculpture. Et moi, je suis plutôt dans ce domaine-là, donc quelque part, je me mets un peu sur le côté aussi, rien que par rapport à ça. Même si, quand même, j'ai pu produire des œuvres un peu plus, on va dire,
un peu moins réaliste et intégrant peut-être et mélangeant un peu les deux. Voilà. Mais et en cela d'ailleurs, l'utilisation de l'IA peut être intéressante. Mais là encore, toujours en tant qu'outil. C'est-à-dire bon, à partir quand même d'une œuvre que j'aurais moi-même soit dessinée, soit peinte, soit sculptée, tu vois. Donc, et en donnant à l'IA, voilà, poursuis le travail, aide-moi dans tel domaine, voilà. Mais ouvre éventuellement ouvre-moi des accès de réflexion pour autre chose, et moi je choisirai. Là-dessus, je trouve que l'utilisation de l'IA est très intéressante d'un point de vue Ouais, artistique. mais là, tu es en train de décrire un Oui, processus créatif, en fait. Là, tout à tu fait. rentres typiquement Mm. dans ce que je dis, parce que du coup, l'IA va t'ouvrir des voies auxquelles tu n'auras peut-être pas pensé, ou te permettre de voir différentes voies différentes, enfin, différentes voies, et qui, du coup, de base, ça t'aurait pris tellement de temps qu'au final, tu n'aurais peut-être jamais pu Mm. finir cette œuvre-là. Et là, en voyant plus rapidement à quoi peut ressembler telle ou telle chose, et ensuite, dans ces choses-là, peut-être même créer encore quelque chose de nouveau, là, tu es vraiment Mm. dans un processus créatif. Donc là, l'IA a participé activement à ton processus créatif. Elle t'a pas Oui, juste mais accéléré. Parce que même elle pourra te proposer des choses que peut-être que tu n'aurais pas pensé. Parce qu'elle a une base de données qui est bien plus élevée que la tienne. Nos caboches sont possiblement. limitées. Possiblement. Oui, mais c'est ça qui fait peur Il y aussi a en de même grandes temps. Mais chances. bon, Il y a de grandes c'est chances assez que. effrayant. Ouais. C'est assez Après, ça effrayant. Hein, donne le mais vertige. Ça donne le vertige. hum, Mais typiquement, dans la sculpture, hum, c'est quasiment impossible d'avoir une culture, même ne serait-ce que dans la sculpture, de savoir tous les mouvements de sculpture, c'est déjà très difficile. Mais en plus, l'IA hum, pourra peut-être s'inspirer de choses complètement différentes. Et là, on n'est pas du tout dans le cas, typiquement, comme il y a eu récemment, où l'IA est utilisée pour juste appliquer un filtre Miyazaki ou créer un starter pack. hum, Et là, c'est hum. pas du tout la même chose. Et encore même que le starter pack, dans sa composition, se rapproche beaucoup des mouvements pop art, où typiquement, on va utiliser des détournements d'objets du quotidien pour créer une œuvre qui parle de la société de consommation, qui parle de notre société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc il y a quand même un intérêt culturel et créatif. Pourtant, oui, ça a été fait. Les trois quarts Mais des trucs se ressemblent beaucoup ouais, et je peux comprendre hum. qu'on n'y voit pas un grand apport artistique. Je peux Mais l'admettre. mais tu vois, c'est exactement ce que le parallèle qu'on pourra faire avec dans le monde musical, les vocodeurs ou l'utilisation des vocodeurs ou de l'autotune. Ou si tu prends le scandale des Mini Vanilli dans les années 80-90, typiquement, hein, avant l'avènement même enfin avant Internet, hein, on avait, je sais pas si tu connais, hein, mais c'est deux chanteurs et danseurs surtout, hein, chorégraphes, Mm. qui avaient eu un grand succès et qui avaient remporté des prix euh, justement fin des années 80, hein, et qui se sont retrouvés complètement, enfin déchus même de leur titre, hein, après le scandale. Voilà, ils avaient gagné un Grammy Award, c'est ça. Ils avaient gagné un Ouais. Grammy Award et du coup, leur carrière a été complètement Non, mais anéantie le à problème, c'est cause du qu'ils ont scandale. menti, en fait. Le problème, c'est Alors, ils ont menti à leur ils ont public, pour moi. menti. C'est même pas eux, les pauvres, qui avaient menti. Oui, C'est carrément faut parler, mais je veux dire que le public s'est voilà, senti trahi. Alors que pour c'est moi, ça. typiquement, le Ouais. vocodeur, c'est juste une pédale d'effet pour une guitare, en fait. Personne dira, Muse, ils trichent, ils utilisent des pédales d'effet sur leur guitare pour modifier le son de la guitare. La voix étant un instrument comme les autres, Mais si on alors, rajoute un vocodeur, en quoi ce serait moins c'est ça. légitime? Mais l'intention de l'époque, parce qu'ils ne disposaient pas de ces outils-là, et voilà, c'était donc des interprètes, hein, qui chantaient à leur Oui, place, bien hein. sûr. Mais quelque part, on est dans une démarche assez similaire. Aujourd'hui, finalement, l'utilisation d'un vocodeur, tu prends Weshden ou tu prends Ayaka Nakamura ou Jul, hein, qui est encore un plus bel exemple, ils chantent encore plus mal que moi sous ma douche, quoi. Et pourtant, grâce à ça, ils ont un franc succès et ils sont plébiscités par toute une génération. Alors que là, en termes de créativité, de compétences artistiques, à part peut-être celui du jeu de scène, et encore, on peut s'interroger. On peut réellement Bah, parce s'interroger. qu'ils Et écrivent encore leur c'est texte. là. En quoi il y a de la créativité dans la voix? Parce que typiquement, la voix, Alors, c'est plutôt quelque chose euh, d'inné. alors, Avec de l'entraînement, mais sans vouloir être trop prétentieux non plus, mais quand on voit la qualité des textes des paroles ça, de c'est Jul, très subjectif, tu m'accorderas. Moi, je suis pas c'est très, fan ni c'est de très. Jul ni de Aya Nakamura. C'est pas mon sujet. Mais je vais pas dire que. Alors, d'être C'est sa pas parce que bébé, je machin, n'aime, tu vois, c'est pas parce moi, que je n'aime pas que c'est pas créatif. ouais, ouais. Bon, bon, on se C'est. sera compris sur le truc. Et voilà, donc bah, si on doit reprendre les arts plastiques d'ailleurs, pour rebondir sur autre chose, Mhm. et c'est ça que je voulais dire aussi, et ça me permettra de faire justement une ouverture vers peut-être un semblant de conclusion, mais euh, dans le temps et dans le domaine de la sculpture, il existait en fait la plupart des sculpteurs qui débutaient, hein, comme Rodin,
étaient en fait les petites mains de sculpteurs déjà de renom. Là, en l'occurrence, pour lui, c'était Carrier-Belloz. Et il était tout à fait bien admis, et c'était comme ça dans les conventions, qu'en fait, l'artiste a posé finalement sa signature sur une œuvre qui avait été créée par un de ses apprentis. Rodin fait pareil avec notamment Camille Claudel. Et c'est une pratique qui existait et qui a toujours existé. Moi-même, alors dans un registre bien différent, parce que là, par contre, on n'était pas tout à fait dans quelque chose de très net, mais j'ai pu produire finalement une série de santons pour un santonnier qui ne savait pas sculpter et qui avait besoin pour pouvoir faire durer son entreprise. Il avait besoin de sculpteurs qui sculptaient les matrices. Lui, tout ce qu'il faisait après, c'était du moulage et de la peinture. Bon, euh, ça rentre un petit peu dans ce process-là. Mais quelque part, l'utilisation des IA va permettre peut-être d'éviter ce genre de pratiques malhonnêtes, mais quelque part va simplement remplacer en fait la chose, comme l'utilisation des vocodeurs par rapport au groupe Vinivali, où au fond finalement on risque de voir émerger une espèce de médiocrité ambiante dans le domaine de la création. Si l'IA en tant qu'outil permet de transcender l'art et d'améliorer, de propulser l'art et les arts plastiques à un niveau bien plus élevé qu'elles ne sont actuellement, moi je signe sans aucun problème. Si par contre c'est l'opportunité pour des gens qui finalement souhaiteraient tirer profit du travail d'une IA et en se faisant de surcroît passer pour des artistes, là par contre c'est là où moi je trouve qu'il y a une arnaque et une imposture. Et Mais, c'est pour ça que moi je parie sur la démocratisation en fait. Parce que hmm, globalement, plus les gens auront accès facilement à la création, plus justement les œuvres qui vont être partagées, c'est celles qui vont se démarquer de la masse. C'est-à-dire que si tout le monde fait la même image, c'est celui qui fera une image différente qui va pouvoir se démarquer et qui va pouvoir intéresser tout le monde. hmm, C'est pour ça que d'un côté, moi personnellement, j'aime pas du tout Joule, mais le constat est de dire que c'est très populaire, ça parle à des gens. Moi, ça me parle pas. Mais globalement, on parle d'un mec qui n'avait aucune maison de disques, qui produit ses musiques dans sa caravane au fond de son jardin et qui arrive derrière et qui faisait beaucoup plus d'albums gratuits que d'albums payants. Donc j'ai quand même du respect pour ce qu'il a fait. Mais évidemment, ça permet de questionner l'accessibilité comme ça, permet de questionner notre rapport à l'art et de casser hmm. un peu ce côté art traditionnel élitiste. Parce que, bah oui, il va y avoir une rupture. Il va y avoir un moment où tout le monde ayant accès à l'art, il va y avoir de la merde. Mais ça, Hmm. c'est une conséquence. Mais Maintenant, est-ce que ce flow va remplacer tout ce qui est beau? Je suis pas convaincu. Par contre, c'est un pari. Il y aura que le temps qui sera juge, malheureusement. hmm. Bon, en tout cas, ce sera la fin des ghostwriters aussi, hein, en matière de littérature, puisque c'était un phénomène qui existait aussi dans le Oh, passé. qui existe On beaucoup sait, même, hein. voilà. Alors qu'aujourd'hui, avec les IA, finalement, bon, Bah, il n'y a plus besoin de. il n'y a plus Il y aura besoin. quelqu'un qui manipulera les prompts, quoi. C'est ça, voilà. Mais Hmm. pourquoi? C'est parce que les gens veulent une jolie histoire derrière. Bah, typiquement, des artistes qui ont été très populaires avant, qui sont pas de ma génération, typiquement la génération juste avant, il y a des Johnny Hallyday. Johnny Hallyday n'a jamais écrit une musique de sa vie, n'a jamais écrit un texte de sa vie. C'est qu'un interprète. Il a une belle voix Hmm. et il sait bien chanter. Pourtant, c'était un artiste adulé et tout le monde trouvait que c'était un grand artiste. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait comme processus créatif? Il a choisi les textes dans ce qu'on lui a proposé? Il a choisi les Hmm. mélodies, peut-être? C'est compliqué. Ça Tout à questionne quand fait. même. Hmm. Et c'est pas le seul, hein, C'est. d'ailleurs. C'est pas le seul de ces grandes stars adulées encore par les parents et grands-parents, qui en fait ne sont que des répétiteurs, que des gens finalement, des interprètes, oui. Qui, eux, pour Et le même coup, au niveau. d'un point de vue purement Voilà. créatif, on peut vraiment questionner la démarche. Hmm. Tout à fait. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Hmm. Et c'est valable aussi en littérature, et c'est valable Ah aussi oui, en. c'est valable dans quasiment tout ce qui est tout Les processus arts. artistique, en fait. Parce qu'à partir du moment Mhm. où. Bah, peut-être que même dans l'art, il y a eu des œuvres qui étaient récupérées. Bah, il y a eu beaucoup de scandales de grands maîtres qui récupéraient les œuvres de leurs élèves et qui les signaient, et ce qui Oui, permettait bah à l'œuvre justement. d'avoir de Mhm. popularité. C'est quelque chose qui a fait scandale pendant très longtemps. Et même à l'Antiquité, j'imagine que ça Mhm. devait déjà se passer comme ça. Bien évidemment. Donc c'est des choses qui, oui, c'est des problèmes qui ont existé et qu'on a petit à petit essayé de traiter d'un point de vue social. Bah, l'IA pose à nouveau ce genre de questions et nous ramène à notre rapport à l'artistique et au processus créatif. Hmm. Après, il restera toujours cette incapacité qu'aura l'IA à comprendre les émotions,
Tu vois, ne serait-ce que dans l'écriture d'un poème, elle ne pourra pas jouer sur les silences. Et ces silences qui en disent tellement par leur silence, justement, et leur durée dans un poème. Ça ne pourrait être que généré via un prompt et un prompt généré par un humain qui saura mettre la place du silence dans le poème pour pouvoir générer une émotion. Donc pour moi, voilà, je dirais que c'est ce qui me maintiendra dans le raccord du sujet initial du débat, à savoir que pour moi, l'IA et devrait rester un outil performatif, un outil qui a peut-être un grand avenir devant lui, au service de l'humain et au service des artistes. Ça, j'en suis persuadé. Mais aussi à nous, les humains, de bien être vigilants quant à l'utilisation qui sera faite des IA, un peu à tort et à travers. Mais bon, tu l'as plus ou moins dit dans tout l'échange que, en gros, on est plus, si je l'ai bien compris, hein, dans des phénomènes de mode qui passeront avec le temps. Alors, les gens vont s'amuser avec leur starter pack pendant quelques temps et ils passeront à autre chose. Enfin, en gros, euh, le processus créatif sera maintenu quoi qu'il arrive, qu'on utilise une IA ou qu'on reste Ouais, parce que dans du ces traditionnel. starter packs ou ces images style Miyazaki n'empêchent personne de faire d'à côté, de créer quoi que ce soit en fait. C'est pour ça que pour moi c'est un non-problème d'un point de vue artistique, parce que c'est pas parce que je vois 10 000 starter packs sur Twitter que je vais arrêter d'être un artiste en fait. Je pense pas que ça a eu une influence négative sur le fait que tu fasses de la sculpture. Alors que si moi ça m'a touché. Personnellement, Ça t'a c'est des choses touché, qui tu as m'ont été. qui m'a donné envie qui m'a fait perdre un peu l'envie de créer, tu vois. Ouais, franchement. Alors pas Mais les par starter packs en réactance soi. plus que par le produit lui-même en fait. Oui, c'est par réactant, c'est de me dire que finalement, oui, c'est très prétentieux. Tu te dis, ouais, ben, au moins dans la vie, j'aurais au moins. Parce que l'art je- globalement n'est ouais, pas méritocratique. C'est pas plus tu vas et mettre c'est de ça. toi dans une œuvre, plus elle aura du succès. Les deux ne sont pas Mm, du tout corrélés. Aujourd'hui, la musique mm, qui se vend le plus, c'est Jul, et c'est pas l'artiste de blues qui a une vie et un vécu à raconter, parce que bah, c'est pas ça qui vend. Mais il n'y a aucun c'est ça. lien direct entre la créativité et son exploitation commerciale. Mais quand Ça, je je t'ai pense dit tout à l'heure que que. je me croyais, enfin, je me croyais pas moi à titre personnel, mais les gens on va dire, de ma corporation, on va dire, avec des arts plastiques en sculpture 3D, donc le travail de la matière, je me pensais être un peu à l'abri de tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que non. En fait, personne n'est à l'abri, si encore on devrait considérer ça comme une menace. Moi, mon point de vue a évolué, bien évidemment. Mais ça en reste une, hein, quand même, hein, quelque part, hein, parce que on ne sait pas encore de quoi demain sera fait et comment vont être utilisées ces IA. Et en sortant complètement même du cadre de l'artistique, tout ce que ça risque de générer en termes de perte d'emploi et en termes même de légitimité à être humain au monde, parce que il y a ça aussi, hein, les enjeux sont énormes. Là, on est resté cantonné dans un débat autour de l'art Oui, et bien c'est sûr, intéressant, sur la mais, créativité, mais mais on ça peut c'est un autre pousser la sujet. réflexion plus loin. Ça peut Ouais, être une tout à fait. ouverture, mais. Ça pourrait être une ouverture, oui, oui, justement, parce qu'on va arriver dans les temps de conclusion, justement. Donc, ne partez pas tout de suite, hein, le public, parce que après les conclusions, vous allez pouvoir voter. Donc, comme Tom, c'est toi qui avais fait ton introduction en premier, c'est à toi de faire ta conclusion également en premier. Et Youm aura l'honneur de conclure le débat. Je reset les timers. Et voilà, Tom, c'est à toi. Donc, 5 minutes max Alors, pour ta conclusion. ok. Bon, bah, je pense que de toute façon, là, on est arrivé déjà à un compromis intéressant hein, dans cet échange très riche. Euh, pour moi, je vais quand même tenter de rester sur mon point de vue de départ, justement par rapport à le travail de l'intelligence artificielle, ce qu'elle génère, hein, c'est vraiment très impressionnant. Les images qui sont générées peuvent être très bluffantes, les textes super cohérents et les scénarios super structurés. Là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. On est face à une révolution artistique. Mais l'IA en tant que telle, selon moi, ne crée rien. Elle ne peut pas produire quoi que ce soit sans l'intervention, sans la main humaine. Elle n'a pas d'intention et elle est dénuée d'émotion, de vécu, et elle ne ressent pas. Et là, en l'occurrence, par rapport au travail de la matière, elle ne ressent pas la matière. Et pour moi, c'est une différence majeure qu'il y a. Et malgré tous les outils qui pourront être euh, créés, et je l'ai évoqué tout à l'heure avec les imprimantes 3D, c'en est un bel exemple, hein, parce que l'imprimante, elle ne se salit pas. Lorsqu'on met les mains dans la glaise, on se salit. On, on- on ressent et on souffre en même temps. Ça, la machine, elle, non. Et le produit, une fois qu'il est fini, ben, il est même parfait, à la différence de tout ce que j'ai justement voulu défendre aussi en termes d'imperfection qui rend justement l'œuvre créée par un humain si intéressante
et génératrice d'émotions. Euh, la création, c'est pas ça. L'utilisation d'une IA, à proprement parler, ne pourra pas remplacer totalement le processus créatif. Euh, on a parlé de cette œuvre, hein, qui a remporté ce concours d'art. Pour moi, c'en est un exemple assez intéressant. J'ai posté aussi également dans le chat un peu plus haut là euh, le tableau qui a été vendu presque un demi-million de dollars, et qui a été une œuvre entièrement générée par IA. Donc tout cet aspect aussi, alors qui chamboule un peu le monde de l'art en termes d'un point de vue mercantile, d'un point de vue financier. En cela, peut-être l'émergence des IA vont peut-être permettre de démocratiser un peu tout ça, parce que des dérives dans le milieu artistique, je pense on est arrivé au bout, et peut-être que grâce à l'IA justement on arrivera à dépasser ce cap-là. Voilà, donc pour moi, voilà, même si l'IA ne remplacera jamais l'homme, et qu'on est plus dans le domaine de l'illusion, euh, ça reste quand même un outil très intéressant, et avec de beaux jours devant lui, à condition qu'on l'utilise de manière honnête et intelligente. Ça Voilà. marche. Bah, merci pour ta conclusion. Et donc, Guillaume, c'est à toi. D'accord, donc moi pour conclure, donc je pense que tout le long du débat, j'ai réussi à montrer que non seulement l'IA était un outil, mais qu'elle faisait plus que ça, qu'elle participait vraiment au processus créatif, qu'elle n'est pas une simple machine, un outil qui est programmé par lui mais bien plus encore, que l'IA ne se contente pas d'exécuter, elle propose de nouvelles choses, elle transforme des œuvres humaines, elle dépasse ce qu'on lui demande des fois, ou elle permet de collaborer avec nous pour créer quelque chose. Elle devient vraiment un partenaire de l'imagination humaine, jusqu'à parfois nous surprendre et nous permettre de nous inspirer dans de nouvelles choses. Elle nous permet de redéfinir aujourd'hui la créativité, non plus comme une essence mystérieuse propre à l'être humain, mais comme un processus qui est vraiment émergent, fait d'intuition, de données, de recombinaisons, à la fois des choses humaines que des choses non humaines. Et c'est cet ensemble-là qui va permettre de créer quelque chose, et du coup ça participe tout cet ensemble-là à, pour moi, selon moi, un processus créatif qu'on pourrait presque dire un processus créatif nouveau. Refuser pour moi l'IA, toute forme de créativité, serait se fermer les yeux sur la révolution qui est en train d'arriver, sur des milliers d'œuvres qui sont déjà produites, aux bouleversements esthétiques et culturels qu'elle provoque, aux émotions qu'elle suscite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, même mon débatteur était d'accord, de beaucoup d'œuvres qui, lorsqu'on les voit, lorsqu'on les lit, lorsqu'on les écoute, même si elles ont été construites en partie au moins avec de l'intelligence artificielle, elles suscitent des émotions, ce qui a été, selon moi, le but de l'art depuis très longtemps, depuis peut-être même les origines vraiment de l'art tel qu'on en parle aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas juste un outil, mais c'est aussi une source de créativité. Et c'est, j'espère, ce que j'ai réussi à vous faire voir aujourd'hui dans les différents points qu'on a développés. On a pu aussi traiter des différents problèmes que ça soulève, mais pour moi, les différents problèmes, ils sont plus liés à l'humain et son emploi que juste à l'IA en elle-même. Donc elles ne sont pas du tout un frein au processus créatif, bien au contraire. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à Tom, merci à Youm et merci au public d'avoir assisté à ce débat. Donc, je rappelle que vous allez avoir la possibilité de voter dans quelques instants. Un bot va vous envoyer un message. Voilà, le message est là. Donc, vous mettez une note de 1 à 10 pour chacun des débatteurs, hein, donc une pour Tom et une pour Youm. Les notes de 1, 2 et 10 doivent être justifiées à l'écrit, sans quoi elles seront invalidées. Si vous n'avez pas assisté à au moins 80% du débat, vous allez voir que le bot ne vous laissera pas voter, hein, de toute façon. Et je rappelle encore une fois que c'est la performance des débatteurs qui doit être notée, hein. On compte sur vous pour pas voter en fonction de votre sensibilité personnelle, votre adhérence, votre adhésion plutôt, à une thèse, défendue par, un des débatteurs. Donc non, effectivement, non, les débatteurs eux-mêmes, n'ont pas le droit de voter, hein, par souci d'impartialité. Ah bah, écoute. Voilà, voilà. Et donc ça va durer quelques minutes, hein, vous avez 5 minutes pour voter. Le bot va spammer, hein, le message, donc c'est pas la peine de revoter à chaque fois qu'il spamme le message, hein. Vous mettez vos notes une fois, vous pouvez les corriger, hein, si vous avez changé d'avis entre-temps, il n'y a pas de souci. Et donc juste après ça, on aura une petite FAQ, donc n'hésitez pas à lever la main tout de suite, comme ça vous ferez partie de la file d'attente pour la FAQ, et vous pourrez faire poser une question ou faire une remarque à nos débatteurs si le cœur vous en dit.
Je rappelle aussi qu'on a plusieurs événements, qui sont prévus sur, le serveur RPMP, religion, métaphysique, non pardon, religion, philosophie, métaphysique et politique. Là, vous venez d'assister à un match de huitièmes de finale. On a d'autres matchs de huitièmes de finale du grand tournoi des débats, qui arrivent, donc notamment, le jeudi 15 mai à 20h, on a un match entre, Nocto et Der Panzer sur, le fédéralisme européen. On a un autre match de huitièmes de finale entre Exa et Kiwil. Ratez pas celui-là, ça va être, ça promet, du sport. Le 17, donc le samedi 17 mai à 20h également. Donc ce sera sur l'Église catholique est-elle bénéfique à l'humanité. On a de nombreux autres matchs qui arrivent, mais on a aussi des événements tels que ben, une conférence épistémique. Hein, vous avez peut-être assisté à la conférence épistémique qu'on a eue il y a quelques jours. Le principe, c'est qu'on va questionner une croyance que vous avez. Hein, le sujet librement défini par un vote. Donc, dans le cas présent, ça va être l'humanité peut-elle se séparer de la superstition. Donc, le but, ça va pas être de vous contredire, ça va être de mettre en question les raisons que vous avez de croire ce que vous croyez. euh, Compte tenu voilà, du sujet qui sera imposé pour cette conférence. Alors la conférence, en fait, le principe, c'est que c'est inspiré des entretiens épistémiques. Je dis bien inspiré des entretiens épistémiques parce que, en principe, l'entretien épistémique, c'est un exercice privé. On le fait aussi, hein, d'ailleurs, hein, l'entretien épistémique privé, si ça vous intéresse. Mais donc là, c'est une conférence, donc c'est bien en public. Par contre, une fois que vous êtes monté et que vous avez pris la parole, on vous redemandera a posteriori, contrairement à ici, votre permission pour diffuser sur YouTube l'entretien que vous aurez passé. Voilà, donc même si après coup vous changez d'avis, que vous trouvez que vous n'étiez pas terrible, ou vous pouvez encore demander dans le cadre de la conférence épistémique à ce que votre passage ne soit pas diffusé. Et enfin, le 18 mai, le dimanche 18 mai à 18h, on a un café philo sur le réalisme moral et l'antiréalisme moral, donc un événement organisé par Faust, dans lequel vous aurez vous serez invité à monter pour partager vos opinions sur, voilà, sur le réalisme moral et l'antiréalisme moral. Donc là, c'est ni une conférence épistémique, hein, ni un débat. Le but, voilà, ça va être comme dans un café philo, hein, simplement, voilà, d'évoquer des idées ensemble, sans, voilà, sans compétition ni quoi que ce soit de ce genre. Alors, je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas voté. Faust, Anarchip, Cédrix, Lord, l'élève, on attend encore vos votes. Ah, il faut qu'un maximum de gens votent parce que sinon, voilà, c'est moins représentatif de OK, l'élève, c'est fait. Alors, qui y reste? Cédric, Anarchip, Lord, Faust. On attend vos votes, les gars. Ah, bah, Luni n'a que 67% de temps de présence. Voilà, c'est l'avantage de. Il faut être là à l'heure. Donc, il reste assez peu de temps. Donc, je répète, hein, Faust, Anarchip, Cédric, Lord. On attend vos votes. Vous avez assisté à tout le débat. Enfin, vous avez assisté à plus de 80% du débat. Donc, ce serait dommage de ne pas voter quand même. Ou peut-être qu'ils ont donné une note tellement élevée ou tellement basse à l'un d'entre vous qui sont en train d'écrire un message pour la justifier. Sinon, vous, ça vous a plu le débat? Ouais, non, c'était super intéressant. Merci à Tom Oh, qui oui. était très très ouvert au débat. C'est des sujets qui sont intéressants. On n'était pas dans le clash. Peut-être que des gens voulaient du sang, mais c'était pas du tout ce qu'il y a eu. Et c'était Ah, constructif. on l'avait évoqué, mais au fond, finalement, c'est bien que ça se passe comme ça. On aurait pu, voilà, bien sûr, hein, toi comme On moi, on aurait aurait pu pu être jouer une bien fausse, sûr. Ouais, mais ouais. c'était pas Une, intéressant, je fa- pense. une fausse partition avec, voilà, avec une sorte de mise en scène à la Johnny Oui, Hallyday, comme et tu l'as puis dit. on aurait pu jouer extrêmement nos positions C'est pour ça. surjouer la rivalité, mais c'est pas. Pour le coup, c'est un sujet Mm, qui m'intéresse vraiment et qui, je pense, t'intéresse aussi vraiment, donc autant avoir un débat constructif. bien sûr. Mm, mm. Ah, donc le bot vient nous informer que les votes ont été clôturés, donc les résultats vont d'ici quelques instants spawn dans dans le canal, c'est le canal Grand Tournoi, et donc vous pourrez les consulter. Et en attendant, bon bah maintenant que les votes ont été faits, on peut commencer à faire monter les gens. Il y a Pic qui a levé la main. Bonsoir Pic. Yo, Tu avais une salut, vous question, allez une bien les remarque mecs? pour. Ouais, Ouais, ça va et toi? j'avais Bonsoir. 2 questions, je sais pas si tu as les Allez, 2 questions? je t'en accorde deux, allez, puisque c'est Ouais, toi. c'est bon. Mais je t'avoue, c'est un peu qui se mangeait, allez, OK.
Si je ne m'abuse, Tom, tu as fait mention que la conscience était nécessaire pour que la résultante soit considérée telle de l'or. Est-ce que je me trompe? Mm. Tout à fait, ouais. Ouais. Ok. Sachant que dans certaines théories en philosophie de l'esprit, telles que le fonctionnalisme, inclut la possibilité de l'IA d'avoir une conscience phénoménale, c'est-à-dire des capacités à ressentir des expériences subjectives. Si l'IA devenait consciente ou aurait la possibilité d'être consciente, est-ce que tu considérerais que leur œuvre serait soudainement de l'art? Alors, si je devais me projeter dans une IA qui serait capable de conscience, je pense qu'elle se préoccuperait assez peu de, de- du domaine créatif. Elle serait plus dans Mais, l'exécutif. ok, On parle d'algorithme, donc du coup, elle aurait une ouais, sorte d'intelligence mathématique. Pour elle, et tant que l'humain aura la main sur l'IA, même si elle est consciente, peut-être ouais, qu'elle pourra continuer à générer, comme Midjourney ou autre, ouais, des créations artistiques, mais ce ne sera pas du tout, si on devait lui donner une intentionnalité, ouais, pour moi, ce sera l'IA ne décidera en aucun cas, selon moi, hein, je me trompe peut-être, ok. de créer. Mm. Puis ce sera pas le cas, mais admettons que ce serait le cas qu'elle aurait vraiment l'intention de créer. Ce serait combien de dollars? Ou du moins, même si ce n'était pas son intention de Alors, base, alors elle aurait d'autres buts. Si je mettons, serais ça la donne qu'elle créerait, ouais. Je serais totalement De l'or. bluffé et je Ouais. trouverais ça super intéressant, par contre. Et j'espérerais même avoir suffisamment de vie devant moi pour pouvoir voir ce que ça donnera dans le temps. Pour moi, le meilleur des paris à faire quant à l'émergence de la conscience chez les IA, c'est ça, justement. C'est d'en Ok. faire une intelligence qui se même si elle est supérieure à celle de l'humain, hein, en termes d'intelligence et de capacité de réflexion, de création, qu'elle puisse avoir cette dimension, ce côté créatif, ce côté et donc quand on parle de création, pour moi on parle d'émotion. Donc une IA capable d'émotion, pour moi ce serait vraiment le parfait, la parfaite réussite en fait, en aboutissement. Ok. Voilà. Je n'insisterai pas plus sur cette question, mais tu as répondu. Du coup, ma deuxième question, c'est de savoir, parce que on parle aussi d'intention. Puis, la question, c'est de savoir, est-ce que l'intention. Tu as bien fait mention, je ne me trompe pas, que l'intentionnalité aussi était nécessaire pour source de créativité, right? Mhm. Ouais, ok. Il existe plusieurs conceptualisations du terme d'intentionnalité, mais celui-ci inclut généralement le terme de pensée tournée vers un but, lorsqu'on va avoir un but prédéterminé. Un objectif. Sachant Ouais, que, ouais. ouais, sachant que les Mhm. LLM actuels ont déjà la capacité de faire des chain of thought lorsqu'ils font des résolutions de problèmes Chaîne de pensée. ou lorsqu'ils font des raisonnements mathématiques ou éthiques, et que probablement qu'il serait possible pour eux d'en faire lorsqu'ils font de l'art. J'avoue, je ne suis pas certain, mais je crois que ce serait clairement possible vu qu'ils le font justement des problèmes éthiques et mathématiques. Ah, Est-ce que tu considérais que leur est-ce que tu considérais, du mhm. coup, s'il y avait chain of thought lorsqu'il y a création de l'art, même actuellement, que tout d'un coup, il y aurait source de créativité? Et sinon, pourquoi? Alors, pour moi actuellement c'est pas le cas. Voilà. Donc on ne peut que faire du projectif. Euh, Mais du coup, si tu me permets, tu mets-tu d'accord pour dire que vis-à-vis des chain of thought, il y a clairement des chain of thought lorsqu'il y a résolution de problèmes éthiques et mathématiques? Ça, je crois que c'est assez admis, je crois. oui, même si c'est pas, voilà, enfin, ça dépasse un petit peu ma réflexion autour des productions des IA, hein, ta question, hein, donc Ben, ouais, ouais. mais c'est plus, mais ça reste une résolution de l'IA. Mais fair enough, je ne vais pas trop insister, pas de souci là-dessus. Hein, Euh, mais ouais, c'est mes questions. Du coup, ouais, ça va être tout. Bah, bon, du coup, Ça attends, marche. je peux rajouter. Merci, Pic. Il n'y a pas de souci. Merci merci, beaucoup pour faire monter les mecs. Avec plaisir. Bon débat. Et à bientôt. merci. Oui. Et donc, bah, on attend que vous leviez la main. Il y a uniquement Pic qui a levé la main pour l'instant. Et ah, bah tiens, Exa m'annonce que les résultats sont tombés. Cette synchronicité. Ouais. Les résultats. On est au-dessus de la moyenne de, franchement, des autres débats. C'est extrêmement serré. Donc Hume remporte le débat avec Hmm, 6,38 contre Tom avec 6,13. Vous avez mis hmm. À 6,5 sur 0,12 10 quoi. à la qualité. C'est Ouais, c'est ça, Bravo, à non mais 0,12. bravo. bien joué. Donc franchement pas mal. C'est voilà. Donc non seulement Non c'est mais serré, mais tu en vois, plus ça fait partie des résultats les plus élevés qu'on a eu depuis le début des huitièmes de finale. Donc voilà, félicitations à tous les deux. et je trouve personnellement que c'est totalement mérité, parce que je pourrais faire mon autocritique. Il y a pas mal de choses que, voilà, en argumentant, je voyais moi-même, parce que Oum a réussi à me faire changer un petit peu de point de vue. Et de ce fait, en fait, et c'est logique, et c'est un enchaînement logique, ben j'ai notamment fait une conclusion qui était très 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 médiocre
à cause de ça. Parce que ma conclusion que j'avais préparée ne correspondait plus à ce que je comptais dire au départ quand j'ai travaillé le sujet. Voilà. Donc j'ai improvisé quelque chose, j'ai bidouillé un truc et je pense que ça s'est entendu. Et je pense pas que ce soit la raison. Hein. De toute façon, c'est pas l'unique raison. Oum a défendu son point de vue de manière totalement honnête et je trouvais ça, ouais. Non, mais c'est Ça ça, tout à oui. fait C'était mérité. très honnête, ça sonnait très honnête des deux côtés, en fait. Oui, clairement, il y avait vraiment la volonté, pas de forcément piéger l'autre. Quand Hume avait un point que tu trouvais juste, tu le remarquais, et puis et inversement. Donc, ouais, ouais, on était vraiment pas c'était pas, c'était pas une joute verbale. Il y a Warix qui vient de lever la main. Et salut Warix. Et bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier à tous les 2. Je pense que le débat a été, très intéressant. Moi, j'avais une petite question à poser, alors, plutôt à Aoum. En fait, c'était sur, à qui on attribue, en fin de compte, le copyright, enfin l'appartenance de l'œuvre, lorsqu'elle est créée par une IA. Parce qu'on utilise un prompt, bien sûr, pour générer, mais c'est un algorithme qui a été créé par une personne et on a utilisé, enfin, Tom a utilisé pendant le sujet, l'exemple, par exemple, d'une œuvre qui a été vendue chez Christie's, je ne sais plus combien de fois son prix. Et en fait, on a surtout donné gain à la personne qui avait, enfin, le groupe qui avait créé l'algorithme et pas spécialement la génération qui avait été faite. Et deuxièmement, tu as soulevé quelque chose et peut-être que ça va te permettre de répondre. Tu as dit que des fois, il pouvait y avoir des bugs, on va dire des glitches en fait, qui sont faits par l'IA, qui sont pas voulus et qui peuvent nous permettre de nous inspirer, donc de créer de nouvelles choses. Et est-ce qu'on serait pas dans ce qu'on appelait le glitch art à l'époque du numérique, où en fait, on venait changer des métadonnées d'images pour en avoir des nouvelles et en fait, on faisait de l'abstrait, donc on détournait l'utilisation d'un outil déjà présent pour en obtenir une nouvelle chose et donc en obtenir la création. Je ne sais pas si c'est très compréhensible? Alors, je vais essayer de répondre déjà à la première, parce que du coup, il y a deux questions quand même qui sont très Ouais. différentes. Pour le côté, à qui appartient l'œuvre, entre guillemets, d'un point de vue légal, si j'ai bien compris. Mmh. Globalement, en fait, actuellement, ce qui a été mis en place, c'est que les différents modèles d'IA qui existent sur le marché sont proposés avec une licence d'emploi. Typiquement, il y a des licences très restrictives et des licences très libres. La licence la plus populaire en général, c'est la licence MIT, qui permet non seulement le réemploi, mais le réemploi à des fins commerciales. Du moment que tu fais citation de qui a créé l'algorithme, entre guillemets. Donc tu as juste à citer que tel logiciel, tu l'as fait avec tel produit, et tu as le droit de vendre tes œuvres et tu en es le propriétaire. Ça, c'est la licence MIT. Mais tu as typiquement, par exemple, le Flux, qui est une autre IA qui est très populaire, qui, elle, contient dans ces conditions que tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit de commercial avec. Donc c'est-à-dire que tous les droits commerciaux exclusifs sont à ceux qui ont créé l'algorithme. Donc en fait, actuellement, c'est le modèle, la société qui crée le modèle, qui définit les droits de ce modèle en question. Je sais pas si j'ai bien répondu du coup Oui, à la oui. question. Oui, oui, et donc ça rebondit un peu sur ma deuxième question qui, en fin de compte, si on utilise cet outil, mais qu'on y arrive à le «glitcher» entre parenthèses, enfin, en y avoir une autre utilisation que l'utilisation de base, est-ce qu'on s'approprierait pas l'outil? Bah, on se l'approprie d'un point de vue artistique, sûrement d'un point de vue de la morale, mais d'un point de vue légal, ça reste la propriété de celui qui l'a créé. Typiquement, si je fais un film avec le moteur de World of Warcraft, ça restera la propriété de celui qui possède la licence de World of Warcraft, même si j'ai créé moi-même toute une histoire et tout un film avec le moteur. Je sais pas si OK. tu vois ce que je veux dire. Oui, Donc oui, ouais, ça malheureusement, me d'un donne point un de vue point de vue. créatif, on pourra juger que bah en fait c'est moi qui ai créé une histoire, c'est moi qui ai animé les personnages, mais dans l'absolu, d'un point de vue légal, actuellement en tout cas dans le droit occidental classique, c'est la société qui a émis le logiciel qui est propriétaire des droits, sauf si, comme le dit, il a une licence qui te permet le réemploi. D'accord, et dans un aspect plus technique, j'en avais une pour, Tom. Si j'ai bien compris ton point de vue, en fin de compte, l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est de supprimer des intermédiaires, mais de toujours avoir un besoin humain et donc ça reste un outil et donc il y a aucune imagination, création derrière. Euh, si ce n'est celle de l'humain, qui va peut-être orienter l'IA en tant qu'outil, hein, une sorte de prolongement en fait alors non pas de la main, parce que là on sortirait du cadre de l'IA. Hein. J'ai un peu évoqué tout ce qui était machine, hein, notamment les imprimantes 3D, mais juste en termes de en termes de production de contenu,
Hem, heu, pour moi, ça ne peut être qu'un outil, en effet, ouais. Ça ne ça alors, il peut y avoir, il peut se générer, en fait, des alors, tu as parlé de glitch, ou on m'a parlé aussi oui, de bugs, involontaires qui finalement s'avéraient être, heu, quelque chose d'intéressant en termes de résultats. Mais, la sélection, elle ne se fera que par rapport au regard humain. C'est l'humain derrière qui va décider. C'est le créateur qui va déterminer sur, je sais pas moi, sur une dizaine, une centaine d'images, celle-ci, elle me plaît. L'IA en soi, elle n'a rien produit en termes de réflexion. Il y a aucune réflexion pour l'IA. La question de Pic tout à l'heure était intéressante, c'est le jour où l'IA sera en mesure de réfléchir, quel sera son point de vue? Est-ce que même elle ne va pas même pas peut-être se rebeller contre le choix de l'humain de peut-être sélectionner telle ou telle œuvre, tu vois? Ça serait intéressant de voir ça. Mais là, à l'heure actuelle, on n'est que dans l'outil. Et d'ailleurs, on le voit avec ChatGPT, hein, si tu ne maîtrises pas l'art du prompt, heu, bah, ChatGPT va te produire, n'importe quoi. Moi, j'avais utilisé l'exemple de Psychodélique au départ. J'ai posé la question à ChatGPT et je lui ai demandé, c'est pour ça d'ailleurs que bon, bah, j'ai un peu laissé tomber le truc parce que j'avais trop peur que je me retrouve avec des fausses informations. Ce qui est le cas d'ailleurs de, de la plupart des élèves ou des étudiants qui utilisent ChatGPT pour faire leur travail, hein, tu vois, en termes comme une béquille, voire même comme un substitut, tu vois, au vrai travail intellectuel. Ça c'est pour moi dramatique d'ailleurs. Mais voilà, j'avais demandé donc à ChatGPT de me faire un travail de réflexion. Bah, autour d'ailleurs des productions de Oum, donc il m'a fait un super travail. J'en ai pas parlé pendant le débat parce que ça s'y est pas prêté, mais il a analysé carrément les Instagram, le DeviantArt et autres, hein. C'était quand même assez impressionnant. Mais par contre, autour de Psychodélique, il s'est complètement foiré, quoi. Parce que moi, j'ai utilisé le terme Ghostwriter par rapport à Psychodélique. Et donc, j'ai en fait généré une erreur en fait, de réflexion. Et lui, en fait, n'a même pas compris, il n'est même pas allé chercher dans les liens que je lui avais donnés. Et heureusement que je connais un peu l'histoire, hein, le fait que justement, ben, il a écrit des romans grâce à ChatGPT, il s'en est vanté. Donc, on n'est pas du tout dans le côté Ghostwriter. Et l'ayant intégré dans ma question, en fait, il m'a généré une réponse complètement aberrante, quoi. Tu vois. Donc la main humaine est indispensable pour moi dans l'utilisation des IA en termes d'outils. Voilà. C'est, pour moi, c'est une évidence. Mais je sais pas si j'ai OK. répondu à ta question. Ouais. Non, non, mais c'est très bien, mais pour Bah, l'un, il y en a nickel. un qui est l'humain est first et pour l'autre, c'est une Mm. source d'inspiration. Ça me va. Très bien. Mm. Merci. Ok. Bah, merci Warix et bah, merci à Tom, merci à Guillaume et merci au public. Personne d'autre n'a levé la main, donc je pense qu'on va mettre fin à l'event. Et donc bah, Guillaume, hein, tu es qualifié pour les quarts de finale, hein, donc on te tiendra au courant, on fera un ticket De pour peu. voilà, te présenter ton débatteur en quart de finale. Je mets fin à la conférence et je vous propose de se retrouver dans le haut débat pour le débrief. Allez, merci, bonne soirée tout le monde.